Amis de la Résistance, bonsoir. Ce soir, je reçois, dans l'ordre de passage à l'antenne, Alexandre Chabanis au téléphone, Arnaud Guyot-Janin, qui nous parlera du colloque Sol Invictus qu'il organise, le docteur Dor, le père Jean-Paul Argouache, qui parlera de la nuit de la nuit du tourisme. Ça y est, ça commence. Les bêtises commencent. La nuit du scoutisme, qu'il organise à Riaumont, et qui est un truc alors assez incroyable quand même, je vous en ai déjà parlé, mais il faut vraiment aller voir ça. Et puis, ensuite, je recevrai Philippe Lamarck, qui est un autre genre de fou, qui vient de publier une somme incroyable, qui s'appelle l'héraldique napoléonienne, et qui est un document, je crois que c'est vraiment un travail titanesque, en 2 volumes, tirage extrêmement limité, 2 volumes sur toute l'héraldique napoléonienne, avec d'une part le qui est qui de l'aristocratie napoléonienne. Pourquoi vous riez, Guyot-Janin ? Je m'abstiens pour l'instant. Et d'autre part, un recueil d'images, donc d'écus, d'armoiries, en couleur. C'est vraiment très bon. On parlera de ça. Voilà. Avant, je dois présenter des excuses à Jean Ferré, parce que j'ai souvent répété à ce micro que je ne croyais pas du tout à sa théorie des officines. Et là, il faut que je dise que je me suis trompé. J'ai la preuve maintenant que les officines existent. J'en ai la preuve parce que j'en ai rencontré, comme disait l'autre, ou plus exactement parce que j'en ai entendu œuvrer une. Et la façon dont ça s'est passé, c'était absolument exemplaire. Vous savez que sur Radio Courtoisie, il y a souvent des choses qui se disent et qui déplaisent, et des gens qui parlent et dont on aimerait bien qu'ils parlassent moins. C'est ça, parlassent, non ? C'était bien, oui, qu'ils parlassent moins. Pour les faire taire, il y a 2 solutions. C'est soit, ils sont d'autant plus dangereux, ces gens, bien entendu, qui sont d'une compétence, et là je parle pas pour moi, d'une compétence inégalée ou d'une autorité incontestable. Donc dans ce cas-là, pour les faire taire, il y a 2 solutions. Ou on leur impose silence par la menace ou par la corruption, ce qui n'est pas souvent facile, parce qu'il n'y a pas beaucoup de députés qui paraissent micro. Et puis en plus, quand c'est des hommes d'honneur, c'est-à-dire pas des députés bien entendu, c'est impossible. Alors on utilise ce que j'ai appelé moi le piment de Dzerzhinsky, c'est-à-dire le truc s'est fondé sur la technique de Dzerzhinsky qui disait, la question posée, Dzerzhinsky étant le patron des services spéciaux soviétiques, de l'ancêtre du KGB, le fondateur, donc il posait la question à ses élèves, il leur disait, pour faire manger du poivre rouge, comment faites-vous ? Alors il y avait des élèves qui disaient, on lui enfourne de force dans la bouche. Alors ceux-là, ils s'étaient mis au service des interrogatoires musclés. Puis il y avait des gars qui disaient, on essaye de le convaincre que le piment c'est bon pour sa santé, que c'est formidable, qu'il faut qu'il en mange un petit peu, etc. Alors ceux-là, on mettait la propagande. Puis il y en avait qui disaient, il n'y a qu'à faire une note de service pour lui dire, à partir de maintenant, le chat sera obligé de manger du poivre rouge tous les matins, et ceux-là, on les collait à l'administration. Et puis il y avait le gars intelligent qui disait, pour faire manger du poivre rouge à un chat, il suffit de lui en tartiner les fesses, et comme ça le brûle, il se lèche les fesses et il mange du poivre rouge. Alors ça, c'est la technique du poivre rouge. Dans le cas qui nous intéresse, un bon moyen de faire taire quelqu'un, c'est de l'amener à se taire lui-même, c'est-à-dire en utilisant contre lui-même son sens de l'honneur. Alors on l'insulte, il se sent indigné, il se fâche et il se tait. C'est ça qui s'est produit. C'est un exemple d'action des officines. Alors, comme toujours, un mal porte un bien, et au moins cette affaire a l'avantage de démontrer, d'une façon indiscutable, l'importance de Radio Courtoisie. Parce que si on déploie des efforts tels, et si on envoie des agents de l'importance de celui, en l'occurrence, qui a été mandaté, ça veut dire qu'on a quelque chose à dire et qu'on est écouté et qu'on compte. Et que quelqu'un qui parle sur Radio Courtoisie, surtout avec autorité et compétence, ce qui n'est pas mon cas, c'est quelqu'un d'important. Moi, je suis tranquille, n'ayant ni autorité ni compétence, je peux dire tout ce que je veux, personne ne m'embêtera jamais. Et c'est quand même quelque chose que je voudrais soumettre à la méditation des amis qui me disent souvent « Mais Catch, ton émission est moins amusante parce que tu te mets moins en colère, puis t'en dis moins qu'avant, t'as mis de l'eau dans ton vin. » Alors je leur dis voilà, il est évident que quand on est
avec 3 copains dans une arrière-salle de bistrot, on peut chanter des chansons paillardes, ça gêne personne. Quand on est devant, avec 500 personnes dans une assemblée, il vaut mieux changer son répertoire, parce que ça devient plus difficile de chanter des chansons paillardes. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas ça, ça veut dire simplement, et peut-être que les 500 personnes aiment toutes les chansons paillardes. Et peut-être que si elles étaient réparties en 125 groupes de 4 personnes, elles chanteraient des chansons paillardes. Mais à 500, on peut pas. Alors sur une radio qui est écoutée dans le monde entier par Internet et dans toute l'Europe par le TPS, le bouquet TPS, eh bien, on est obligé de mesurer ses propos. C'est donc ce que j'essaie de faire désormais, fût-ce au risque de rendre mon émission un peu moins rigolote qu'avant. Voilà. Et d'autant que je crois que ça serait trop bête de faire chavirer le navire. Je crois qu'il est beaucoup plus important de donner la parole à des gens qui ont vraiment des choses à dire avec autorité et compétence. Je pense par exemple au général Gallois, qui est le modèle de l'homme qui a des choses à dire importantes, plutôt que de s'amuser à dire des bêtises d'une façon un peu trop brûlante, quel lapsus vaniteux. Donc, je suis désolé pour les auditeurs que je n'amuse plus ou que j'amuse moins, mais je crois que la situation est pas grave, mais désespérée, et que donc le moment n'est pas venu de rigoler encore. On rigolera quand on sera assis sur le monceau de cadavres de nos ennemis. Je voulais dire également, car à propos d'opérations officinales, il y en a une jolie qui se déroule. J'ai enfin compris le jeu de Pasqua. Je me disais, mais il est pas fou, même s'il est gâteux, il est pas fou, Et ça y est, j'ai compris le truc. Pasqua, son opération, c'est tout simplement, son opération avec le RPF, c'est tout simplement parce qu'il sait très bien qu'étant donné ce qui s'est passé dans la droite nationale, il y a un risque de voir se reconstituer au RPF, c'est le RPF, le Rassemblement pour la France, une force politique qui va rassembler les forces défaillantes des partis de l'ancienne droite nationale. Et il faut éviter ça. Alors il est là pour ça. Parce qu'il est là pour bloquer le système avec le vieux franc-mac à Rajol. Donc le marchand de pastis et l'ancien policier font barrage de leur corps et de leur haleine à la porte du RPF. Et les gens bien qui voudraient rallier Villiers, qui est pas mal, se disent on peut pas rentrer tant qu'il y aura des gens comme ça dans la boutique, on ne peut pas. Et c'est pourquoi Pasqua résiste et essaye. Il est au RPF pour bloquer l'arrivée des éventuels adhérents et puis éventuellement pour casser la boutique de l'intérieur. Et je veux dire que j'ai de plus en plus d'estime et d'admiration pour Villiers. Tiens, voilà un cadeau qui va emporter pas au paradis, parce qu'il tient bien le coup. Il a le calme des vieilles troupes, il est impavide. Et il explique que c'est une arapède. Comme on dit à la mère, asseyez-vous docteur, tenez, venez donc à côté, c'est le docteur Dor qui arrive. C'est pas Victorien qui est... Non, c'est pas Victoria. Non, écoutez, franchement, pourtant la confusion me pas. Je sais pas si elle est à son avantage, à Paul Victoria, qui n'est pas parmi nous ce soir, effectivement. Je lui dirai, vous savez, le docteur Dor a cru que j'étais Victoria. Voilà. Mais vous ne lui ressemblez pas beaucoup non plus, je vous rassure tout de suite. Bien, donc je disais donc Pasqua, il est là pour ça, pour casser le RPF. Maintenant, je voudrais faire une dernière allusion à l'actualité et vous parler brièvement, mais sérieusement, du libre journal de la France Courtoise, c'est-à-dire mon journal imprimé sur du papier. Il y a 4 ou 5 ans, on a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour incitation à l'haine raciale. Parce qu'on avait publié un papier de Montchanin expliquant que la surabondance des émissions sportives consacrées notamment au sport dans lesquels les Africains étaient plus brillants, cette surabondance d'émissions sportives était un moyen d'accréditer, enfin de justifier, ou plutôt de pousser à une volonté métisseuse. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit que les Noirs sont meilleurs en sport, ils sont plus beaux, ils sont plus grands, plus forts, en tout cas plus beaux que moi, plus grands que moi et plus forts que moi. Et ils jouent mieux au football, ils jouent mieux au basket, ils jouent mieux à tout, quoi, pour tout dire. Hein. Et donc, on finit par se dire peut-être qu'il faudrait mieux que ma fille épouse, comment s'appelle-t-il, ce très brillant basketteur, plutôt que Serge de Beketch. D'autant que Beketch est déjà marié, tandis que le basketteur est célibataire. On a écrit ça. Et dans cet article, on avait parlé d'une coureuse africaine, enfin afro-américaine,
dont on avait dit le nom, et pour pas répéter le nom, on avait dit la sangsue noire. Cette opération a mis en branle. Alors j'indique que la sangsue noire, c'est pas Montchanin qui avait inventé ce surnom, c'est tout simplement le surnom qu'on donnait à cette coureuse dans tous les magazines sportifs, parce qu'elle avait la spécialité dans les courses à pied de se coller au talon d'un lièvre, si j'ose dire, de quelqu'un qui courait devant lui. Donc elle lui suçait le sang en quelque sorte, et quand on arrivait à la fin de la course, elle était plus reposée parce qu'elle n'avait pas conduit la course, et d'un coup de rein, vous voyez que je suis vraiment un grand technicien de la course à pied, contrairement aux apparences, d'un coup de rein, elle franchissait la ligne d'arrivée avant sa concurrente. Donc les journaux américains, les journaux français l'avaient appelée la sangsue noire. On les a jamais poursuivis, mais moi pour ça on m'a poursuivi. On a absolument voulu prouver que j'étais l'auteur de cet article, comme si j'avais la moindre compétence en sport. J'ai donc été arrêté à mon domicile un matin, transporté avec des menottes à la Tour Pointue, où j'ai été conservé pendant une heure avec une journée avec fouille à corps, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai été inculpé. Il y a eu 4 ans d'enquête. Je crois que le dossier de cette affaire, quand même gravissime, faisait plus d'1 mètre de haut. Ça a coûté, je crois, environ 500 000 francs d'investigation, entre 300 et 500 000 francs d'investigation au ministère de la Justice, qui a les moyens, j'en suis content pour lui. Et à la fin, n'ayant pas pu prouver que j'étais l'auteur de cet article, et pour cause, et n'ayant pas pu trouver Montchanin parce que personne ne sait où il habite, et ceux qui savent n'ont pas envie de le dire, la justice nous a fait comparaître. Nous avons donc ma petite femme a comparu devant la justice, et elle a écopé d'une condamnation pour incitation à la haine raciale, ce qui est assez rigolo la concernant, parce qu'elle est à peu près aussi raciste que moi, c'est-à-dire pas du tout. Et le journal a été condamné également. Alors, on a été condamné à payer une amende, et puis on a été condamné à payer des dommages et intérêts à diverses officines, dont d'ailleurs l'activité principale consiste à toucher des dommages et intérêts. Parce que pour autant que je sache, les officines spécialisées dans le combat antiraciste, elles n'ont apparemment pas d'activité publique contre le racisme. Elles se contentent d'encaisser du fric chaque fois que quelqu'un tient un propos qui est jugé raciste par un magistrat, ce qui est une bonne solution. Nous, on a essayé de le faire avec Bernard Anthony et la Griffe, mais dans l'autre sens. Alors ça marche pas. Du noir au blanc, ça marche pas. Du blanc au noir, ça marche, mais apparemment c'est une pompe à fric qui fonctionne que dans un sens. Donc on a été condamné, et à l'heure actuelle, si on additionne les frais de justice, les amendes, les dommages et intérêts, et toutes ces plaisanteries-là, on doit être... j'avais dit d'abord 60 000, au bout du compte, on ne doit pas être loin de 100 000 francs. Je dis ce chiffre parce que je voudrais vous inviter à méditer sur le fait que ces 100 000 francs sont une amende infligée à un journal qui, à l'époque, avait 3 000 abonnés. Pas tout à fait. Autrement dit, c'est pratiquement 30 à 35 francs par abonné d'amende et de frais de justice et de dommages et intérêts qui sont infligés. Ce qui veut dire que si on avait infligé cette amende à un journal, une amende équivalente à un journal tirant par exemple 1 million d'exemplaires, je pense à Paris Match par exemple, l'amende serait donc, faites le calcul, de 3,5 milliards de centimes. Autrement dit, de 35 millions de francs, ce qui signifierait la mort de Paris Match. Donc il est clair, comme l'avait dit Guesso en son temps, que la justice est utilisée comme une arme de guerre contre la presse libre, et qu'il s'agit d'assassiner les journaux. Alors, s'ils veulent assassiner le libre journal, il va quand même falloir qu'ils fassent plusieurs voyages, parce que on est petit, on est rapide, on court vite, et on est difficile à attraper. En plus, on est huileux, donc on glisse dans les doigts, et ils nous tiennent pas encore. Cela dit, je ne lance pas d'appel au fond, parce que vous savez que la loi qui est bien faite, puisque c'est une loi de voyous faite par des voyous, interdit de lancer un appel au fric à propos d'un procès. Mais en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que si vous vous abonnez, ça nous rendra service. Voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est évident. Et là, je ne crois pas que ce soit un appel au fric, puisque pour n'importe quel journal, il est évident que de gagner des abonnés, c'est une opération positive. Donc, l'abonnement au libre journal, il est de 700 francs. Beaucoup d'auditeurs, beaucoup de lecteurs, d'abonnés ont l'excellente idée d'aller jusqu'à l'abonnement de soutien, qui est de plus de 700 francs. Ça, pour 705 francs, vous avez un abonnement de soutien.
Ce qui change absolument rien au fait que vous recevez le journal de toute façon. Et on peut même aller plus. Il y a des abonnements de soutien de 1000 francs, il y en a de plus. Il y a également un système qui consiste à souscrire un pacte abonnement. Alors là, on envoie tous les mois 60 francs, 100 francs, 150 francs, jusqu'à épuisement de la dette de 700 francs. Et on reçoit tous les 10 jours un journal magnifique, vraiment magnifique, avec des articles intéressants de Michel Blanza, de Jean-Gilles Maliarakis, de Anne Brassier, de Pierre Monnier, de Daniel Raffard de Brienne. Ça, j'ai commencé à citer, je suis foutu. Parce que je vais en oublier, forcément. C'est obligatoire. D'Arnaud Guyot-Janin. J'étais sûr qu'il allait vouloir que je le cite. Je voulais pas le citer parce que agnostique dans le libre journal, c'est vraiment là. Enfin bref, je vais citer quand même. Tu m'acceptes. Je signe pas sous pseudonyme. Je vais pas me cacher. Oui, non, c'est vrai d'ailleurs. J'aurais dû. Enfin, bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Tu as dévoilé. J'ai dévoilé Anne Merlin-Chazela, admirable chronique qui s'appelle Le bon sens interdit, qui est tout à fait bien faite. Jean Calmus, fait une chronique très drôle qui s'appelle La décade prodigieuse. Qui encore aide-moi, ça y est, je suis en train d'en oublier, c'est l'horreur totale. Alain Pascal. Pascal, hier aussi, vous avez... Michel Delierre, j'allais oublier Michel Delierre, quelle horreur. L'abbé Guy-Marie, enfin il y a plein de gens, il y a plein de sujets qui sont évoqués, donc c'est pas seulement un acte de bienfaisance que vous faites, bien sûr, j'aime mieux que vous soyez abonné que pas abonné, mais même pour vous, ça peut être intéressant d'être abonné, parce que vous recevez un journal. 4 places France List, chèque à l'ordre de SDB. Mettez bien SDB, parce que si vous faites un chèque sans ordre, je le touche moi personnellement. Voilà. C'est bien, j'ai dit tout ce qu'il fallait dire. Qui j'ai oublié? Je sais plus. Michel Blanza. Non, tu l'as dit. Je l'ai dit. Voilà. Bon, Nicolas Bonal. Oui. Nicolas Bonal, comment je peux... Voilà, plein de gens formidables. Je répète, 4 places France List, 75 010 Paris, 700 francs. Quelqu'un au téléphone? Alexandre Chabannis, bonsoir. Oui, bonsoir, Serge Beckett. Alors, il y a quelque chose qui m'est resté dans la tête, c'est de ça que j'aimerais que vous nous parliez ce soir, parce que la dernière fois que vous êtes venu, il y a eu plusieurs appels. Je me demande d'ailleurs si c'était pas plus ou moins concerté, d'auditeurs qui opposaient à votre projet de lancer des états généraux sur l'immigration à la rentrée, qui opposait l'argument de l'utopie, en disant ça c'est de l'utopie, on n'arrivera à rien, on pourra pas y arriver, c'est de l'utopie, etc. Et vous aviez commencé à répondre, j'ai trouvé que vous aviez répondu d'une façon intéressante et vigoureuse, mais j'aimerais bien que vous reveniez sur ce sujet. Oui, c'est avec joie que je vais revenir sur cette donnée qui est essentielle pour comprendre ce qu'est un projet utopiste et ce qu'est un projet réel, parce que, et je vais vous démontrer, preuve à l'appui, que nous sommes en pleine utopie et que nous subissons l'utopie et que dès l'instant où un homme se lève et dit nous allons opposer un projet réel à cette utopie, eh bien nous avons des pleureuses de service ou des hommes soumis qui vous disent attention, c'est une utopie. Alors il est évident que dès l'instant où vous réveillez un homme endormi, dès l'instant où vous troublez sa torpeur, où vous cassez ses habitudes, on vous met des ambiances d'ailleurs pour lui permettre d'oublier l'ambiance que les frères ont détruite. Dès l'instant où l'emploi des mots usuels fait peur et sont remis à l'endroit, dès l'instant où en fait vous remettez les mots à l'endroit, dès l'instant où un homme reprend à l'adversaire ou à l'ennemi le sens des mots qui justifiaient son comportement somnolent, parce que l'homme s'endort, alors vous le réveillez son assoupissement ou sa béatitude politicienne. Alors pour cet homme-là, vous êtes forcément, ces auditeurs, je suis forcément un utopiste. Pensez-vous, madame, vous remettez en cause tout ce qui fonde sa façon d'être et d'avoir. Il fait de vous un utopiste parce que vous lui demandez de sortir du rang pour mettre en concordance ses idées avec ses actions. C'est-à-dire que dès l'instant où vous demandez à un homme de mettre en concordance ses idées avec ses actions, il va vous trouver une sémantique du refus en disant c'est l'utopie. Alors il est vrai, c'est vrai, que l'appel aux États généraux bouscule les habitudes de ces courtisans qui causent, madame. Et dans cet ordre d'idées, je voudrais soumettre aux auditeurs de Radio Courtoisie quelques idées utopiques et la réflexion qu'elles inspirent. Cette réflexion va tordre le cou au conformisme des idées et je vous demanderai de bien réfléchir à ce qui va être dit. Le marxisme, c'est vrai, n'est pas une idée utopique puisqu'il fonctionne toujours. Il est évident. L'euro n'est pas une monnaie utopique, fondée sur votre seule confiance,
puisque les prix sont affichés maintenant dans les magasins en euros. Le vote des étrangers n'est pas une idée utopique, puisque les jeux étrangers vous imposent leurs droits. Voilà, que diable. L'affaire Rezala, mais c'était pas une utopie, messieurs, dames, puisqu'il vous impose le crime du sang à vous, Français. Et on vous débat à longueur de colonne, savoir s'il va avoir plus ou moins en France de peine, le pauvre. Vous connaissez la peine des gens qui ont subi. Les 2 mosquées de Strasbourg ne sont pas une utopie, puisqu'on vous oppose une foi en l'homme étrangère au comportement de nos pères. Les 35 heures, ben oui, messieurs les économistes, ne sont pas une utopie, puisqu'elles étaient prévues dans le programme commun de 1981. Les quotas. Et j'ai entendu quelqu'un, M. Cassis, parler des quotas qu'il fallait imposer à des zones de droit, que les zones de non-droit devaient imposer à des zones de droit de musulmans ou de noirs, c'était les termes employés par M. Cassis, ne sont pas une utopie, puisqu'on est en train de vous l'imposer. On va intégrer donc cette utopie de M. Cassis et d'autres. Faut-il citer, on pourrait citer à Villeneuve des exemples. Alors, je crois que quand même, il y a je crois que les auditeurs de Radio Clophasie, qui sont des gens avertis, doivent faire très attention. C'est cette façon qu'ont les pleurnicheurs à disserter sur l'utopie, quand il leur a proposé une action réelle, nous fait rêver et nous laisse à penser que ces gens-là sont les premiers facteurs de la décadence. Parce que dès l'instant où vous offrez à quelqu'un une action réelle et qu'il vous dit c'est une utopie, eh bien, ces gens-là sont des facteurs de la décadence. Et malheur pour ces gens-là, malheur aux Français qui leur proposent d'arrêter le sens de l'histoire. Tels les bourgeois de Calais, ils se mettent la corde au cou et vont faire repentance de faits qu'ils n'ont pas commis. C'est à la mode. D'abandon en abandon, de justification en justification, ils attendent d'être frappés dans leur lit par la grippe ou par l'utopie. Chabani, c'est l'utopie, ils les frappent dans leur lit. Alors, je pense que après avoir disserté, parce qu'on pourrait maintenant faire une thèse sur ce thème, sur l'utopie, parce que je viens d'en donner les raisons, parce que nous subissons un système de fait, et non pas un de droit, qui nous emmène à l'autodestruction de toutes les valeurs auxquelles nous croyons. Et dès l'instant où vous voulez arrêter cette autodestruction et cette destruction, vous êtes un utopiste. Eh bien, ces gens-là sont des décadents. Pas moi, mais ces gens-là sont des décadents. Alors, je dis tout simplement, ce n'est pas une utopie de vouloir recommencer le combat là où il a commencé, par les États généraux de l'an 2000. Car seul l'amour de notre peuple, l'amour de la grande famille française et européenne, l'amour des valeurs qui ont fondé notre peuple, parce que ce peuple s'est fondé, c'est vrai, avec beaucoup de vicissitudes, beaucoup de guerres, mais il s'est fondé, et la réalisation de ce peuple, la réalisation de ce pays s'est fondée dans l'amour. C'est l'amour des valeurs qui ont fondé notre peuple peut arrêter le torrent de haine raciale qui déferle sur nous. Alors, voilà, j'enjoins et je demande aux gens de sortir de l'utopie dans laquelle les politiciens les ont fait rentrer. Et je leur dis, venez aux États généraux, faites fonctionner la sensibilisation sur les États généraux du peuple français qui auront lieu en septembre-octobre 2000. Venez et levez-vous. N'attendez pas que vous soyez fauchés dans vos lits, parce que vous allez rester couchés. Alors, j'arrêterai là, simplement. J'ai entendu ces gens-là, et ces gens-là sont des décadents pour moi. Alors, simplement, j'ai besoin maintenant. J'ai besoin que les gens se militent un peu plus, qu'ils appliquent ce qui est marqué dans le mode d'emploi du document que nous leur envoyons. Il y a un mode d'emploi qui l'applique, et nous recevons des lettres de gens qui l'ont appliqué, des lettres merveilleuses qui leur sont envoyées par leurs députés, leurs sénateurs, parce que ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Notre citoyenneté, c'est la note que nous allons prendre avec ces États généraux. Alors, 2 choses. Je demande aux gens, je fais pas mal d'envois, et il me faut quand même, jusqu'en fin juin, il me faut quand même que je fasse vivre avec un peu d'argent, si possible, l'ensemble des activités, puisqu'en juin, je structurais l'action. Je passerai à la phase structurelle de l'action. Et il me faut un local, parce que j'ai beaucoup de bénévoles qui s'offrent, mais Bessancourt c'est loin, et je cherche toujours un local. Alors je dis aux gens, faites vivre l'idée, et vous verrez que c'est avec, pour la première fois, nous offrirons une démarche globale, ça reste une globalisation de la pensée. Il me faut, pas à moi personnellement, je peux vivre sans argent, et j'en ai.
il me faut de l'argent pour mener ce combat jusqu'en fin juin. À partir de ce moment-là, nous structurerons l'action avec beaucoup d'amis. Et à ce moment-là, nous passerons à une nouvelle démarche beaucoup plus importante. Mais pour faire vivre l'action, il me faut pour l'instant quand même un tout petit peu de monnaie trébuchante. Bon, il faut de l'argent pour envoyer des enveloppes et pour faire des photocopies, etc. Et puis il faut un local, dans Paris si possible, pas un grand local, juste un bureau là, qui permettrait de recevoir les personnes intéressées à Paris. Juste une petite question, c'est pas pour les impôts, puisqu'on les fait, nous, voyez, je peux sortir jusqu'à 20 000 documents par semaine, je tiens à vous le dire. Ça, c'est fait, c'est réglé ça. Je peux sortir jusqu'à 20 000 documents initiaux par Alors des timbres et des enveloppes. Il y a pas mal de frais annexes, il faut aider. Voilà. Entendu, l'adresse 34 Grande Rue, Bessancourt, c'est quel 95 550. 95 550 Bessancourt. Fax, téléphone 01 30 40 03 71. 01 30 40 03 71. Et à mercredi prochain. Merci Alexandre Chavanis. Non, mercredi prochain, ce sera... Oui, si, mercredi prochain, c'est moi. C'est le mercredi d'après que... Tu me fuis, hein. Vraiment, non, oui, c'est ça. T'as vraiment peur que je prenne la parole. Ah, j'ai peur que tu prennes le pouvoir. Bon, allez. Au revoir Alexandre. Bonne soirée à tout le monde. Alors on fait semblant de se vousoyer, et puis voilà, il faut tout en l'air. On va comprendre qu'on est amis. Ça me gêne beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci Alexandre. À bientôt. Vous en êtes, Guillaume Janin? Je veux dire des états généraux de l'immigration. Bien sûr que non. Non? Bien sûr que non. Bon, non, c'est vrai, il est pour l'immigration. Non, je suis contre l'immigration. Ah bon, d'accord. Alors je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas des états généraux de l'immigration si vous êtes contre. Oh là là, mais vous me compliquez la vie là, Serge. Alors parlons d'autre chose, parlons de l'apocalypse. Tiens, ça va nous reposer. L'apocalypse bronzé, comme dit Jean Baudrillard. L'apocalypse à la parousie. C'est le 3e colloque de Sol Invictus. Soleil invaincu. Oui, qui se déroule donc dimanche prochain, dimanche 28, à partir de 14h jusqu'à 18h, donc sur le thème de l'apocalypse à la parousie, avec différents intervenants. Attendez, parce que vous me dites dimanche 28, mais moi je croyais que vous étiez un adepte du pagano écologico-gnosticisme. Non. Il y a une réunion. Qui vous a dit ça? Je sais pas, moi on m'a dit, j'en sais pas, moi j'ai reçu des lettres anonymes, on m'a dit faites attention, Guillaume Janin est un gnostico-mystique à tendance pagano-gréciste. Faut pas les croire. Oh, tiens, à propos du Grèce, je vous signale qu'il y a un papier d'un certain Nicolas Pérégrin dans le dernier numéro du Libre Journal sur le Grèce. Je suis pas absolument certain de m'être fait beaucoup d'amis avec ça. Oh là 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 là, tiens, vous allez le lire. Je vais le lire, je l'ai pas encore lu. Ça va vous donner des couleurs. Oui, certainement. Oh là 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 là, quel papier. Même moi j'ai eu peur de le publier. Donc, enfin, c'est pas pour ça, mais non, mais il y a une autre réunion c'est Terres et Peuples. Oui, je crois qu'il y a une réunion dimanche prochain. Il y a une réunion de Terres et Peuples, je sais pas où, mais il y en a une. Donc vous faites concurrence. Alors, donc, de l'apocalypse à la parousie, c'est le thème de cette réunion. Oui. Avec quand même des intervenants musclés, hein. Vous êtes arrivé à faire bouger Jean Faure. Oui. Il va venir. Il va venir. Incroyable. Mais il est déjà venu d'ailleurs. Il est venu l'an dernier. Je croyais qu'il était inamovible. Non, il vient. C'est un militant, un partisan, il vient. Je pensais que c'était un homme arbre, Jean Faure. Non, il vient, il viendra. Bouge. Oui. Le thème de son intervention, c'est Apocalypse et fin des temps. Un thème qui lui est cher. Ouais. Il faut aller, si vous connaissez pas Jean Faure, croyez-moi, allez voir allez assister au 3e colloque de Sol Invictus, le 28 mai à 14h, 4 place Saint-Germain-des-Prés, parce que Jean Faure, c'est quand même un grand bonhomme. Ça, oui. Et puis alors, il y a Christophe Levallois, qu'on connaît. Oui, également, qui intervient sur Des signes des temps. Puis ensuite, on aura la présence de Paul-Georges Sansonetti, qui interviendra sur le thème du temps des ténèbres au corps de lumière. Puis enfin, Alexis Arrête, que vous avez reçu ici plusieurs fois, Serge, qui interviendra sur Vers la récapitulation christique. Et je conclurai, un mot de conclusion, sur la tradition demain. Donc c'est le 3e colloque Sol Invictus qui se déroule dimanche après-midi prochain, dimanche 28, de 14h à 18h30, sur le thème donc de l'apocalypse à la parousie. Et j'espère que vous viendrez nombreux. Je blaguais tout à l'heure à propos
du gnosticisme, mais j'aimerais bien, en 2 minutes, s'il vous plaît, que vous fassiez une mise au point claire, parce que je sais qu'il y a des auditeurs qui continuent à être sensibles à des choses qu'ils ont lues, qui relèvent soit de la méconnaissance, soit de la sottise, soit de la malveillance, ou à des choses qui se disent dans nos petits milieux, ça piapiate pas mal et tout. Alors, je vous donne 2-3 minutes pour dire très clairement ce que vous avez à dire sur ces questions-là, pour évacuer la chose une fois pour toutes. J'avais publié dans le Libre Journal, il y a maintenant, je crois, 1 an et demi, un texte qui s'intitulait « La gnose contre le gnosticisme ». La gnose, c'est tout simplement la connaissance sacrée. On retrouve dans les grands textes évangéliques des pères de l'Église, on retrouve ce thème de connaissance. La gnose, c'est, encore une fois, la connaissance. Le gnosticisme, c'est tout à fait autre chose. C'est une démarche occultiste qui vise à s'approprier des pouvoirs. Donc notre démarche n'est absolument pas gnosticiste, elle est catholique, elle est mystique. Si l'on veut dire qu'elle est gnostique au sens où il faut essayer de cheminer pour essayer de mieux connaître Dieu, alors oui, ce terme de gnose est valide. C'est comme le terme ambigu d'ésotérisme. On m'a reproché plusieurs fois d'utiliser le terme d'ésotérisme chrétien. Il est évident que Jésus s'est adressé à tous et ne s'est pas adressé à un petit nombre. Donc le terme d'ésotérisme, d'un point de vue technique ou lexical, obsessionnel, qui voudrait faire dire que le Christ s'adresse à un tout petit nombre, est faux, bien entendu. Mais l'ésotérisme, si c'est le secret, et si c'est le synonyme de mystère auquel Jésus a pu donner sens en s'adressant à tous et qu'un petit nombre essaye de se rapprocher de son message, alors ce terme d'ésotérisme, lui, devient valide. Et je crois que, malheureusement, on reste dans une démarche souvent très littérale ou très formaliste dans certains milieux catholiques où on ne veut pas comprendre qu'on n'a pas à fétichiser le terme de gnose ou le terme d'ésotérisme, mais on n'a pas non plus à l'expulser en jetant le bébé avec l'eau du bain. Si le terme d'ésotérisme veut dire mystère et veut dire secret, et il est évident que plus on se rapproche de Dieu, plus on se rapproche des textes sacrés, plus on connaît ces textes-là, plus on s'approche du mystère. Et pareil pour la gnose, si la gnose c'est s'approprier des pouvoirs à des fins lucifériennes ou à des fins magiques de transformation, cela est éminemment condamnable. Si en revanche la gnose veut dire connaissance, et c'est en l'occurrence le cas pour Sol Invictus, eh bien je vois pas pourquoi nous remettrions en cause le terme de gnose. Merci mon cher jeune camarade, vous avez fort bien, il a très bien parlé, c'était bien. J'ai pas tout compris, mais c'est bien. Non, il est... Vous avez dit souvent la même chose au micro, Serge de Becquetch. Quand c'est moi qui le dis, je comprends. Donc, 3e colloque de ce... Non, j'aime bien le taquiner, parce qu'il est quand même assez péremptoire pour un jeune homme, non ? Mon père, vous ne trouvez pas qu'il est un peu péremptoire ? J'essaye de mettre le père Argouache dans un mauvais cas. Bon, pas. Il garde de Conrad le silence prudent. Vous essayez de charrier, mais vous n'y arrivez pas, Serge. Non, j'arrive pas. Non, vous n'arrivez pas à vous faire des alliés aujourd'hui. Allez, 3e colloque de Sol Invictus, dimanche 28 mai 2000, de 14h à 18h30, de l'Apocalypse à la Parousie, avec Jean Faure, Christophe Levallois, Paul-Georges Sansonetti, Alexis Sarrette et Arnaud Guyot-Jeannin. Participation 50 francs, tarif réduit et adhérent 30 francs. C'est tarif normal 50 francs, tarif anormal 30 francs. Au sein SEIN, salle Lumière, qu'est-ce que c'est beau comme adresse, 4 places Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Je veux préciser aussi qu'il y aura Jean-Pierre Joris qui nous fera l'honneur d'être présent et qu'il lira quelques textes de Joseph de Maistre, Henri Montaigu et d'autres grands penseurs chrétiens de la tradition. Jean-Pierre Joris, le comédien triste de Pickwick. Oh, je crois qu'il vous ferait pas, ça lui ferait pas plaisir que vous disiez ça. Pourquoi chaque fois que je lis Pickwick, c'est-à-dire une fois par an, quand on arrive à l'épisode du comédien triste, je vois Jean-Pierre Joris. Ça enlève rien à son talent. J'ai pas lu Pickwick. Oh bon, alors je vous adresse plus la parole. Allez, est-ce que vous avez les 3 mousquetaires au moins ? Bien sûr, ils sont Dumas quand même. Vous venez de vous racheter. Merci Serge de Becquetch. Merci Arnaud Guyot-Jeannin. Docteur Dor, bonsoir. Bonsoir. Je vous pose pas la question de savoir si vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Arnaud. Je voudrais juste dire une chose. Voilà, j'étais sûr que ça allait finir. Est-ce qu'on peut dire ceci ? Je suis content qu'il y ait des prêtres ici. Je crois qu'on peut dire que rien n'est secret, mais tout est mystère. Voilà, belle formule. Parce que rien n'est secret, je dirais, le Christ est un exotérisme, là je cite Alain Pascal, rien de caché qui ne doivent être dévoilés, n'est-ce pas ? La vérité elle est pour tous, bien entendu. Maintenant, elle est tellement difficile à saisir, tellement vaste, tellement incroyable, qu'elle reste mystérieuse, je crois même pour l'éternité, parce que Dieu, personne ne peut vraiment le saisir complètement. Donc Dieu est à notre disposition en quelque sorte, mais donc rien n'est secret, il ne cache rien. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Mais le mystère, il est fait pour être approfondi. Voilà. Jean Borella utilise l'expression qui est un peu compliquée, mais qui peut nous renvoyer, à mon avis, à une certaine vérité du message christique, d'exo-ésotérisme.
pour montrer qu'en réalité, on est plus dans l'ésotérisme quand on a la foi du charbonnier et quand on n'essaye pas d'avoir quelques secrets que ce soit, que beaucoup de gens qui se prétendent initiés, qui se prétendent acquéreurs de la vérité divine et qui en réalité sont des orgueilleux ou des prétentieux. L'ésotérisme ou la gnose, encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas été fétichisé, mais ce n'est pas quelque chose non plus à exclure quand on est en conformité avec les Saintes Écritures. Alors, docteur Dor, vous n'êtes pas ésotérique quand vous allez vous friter avec la racaille devant les établissements d'avortement, devant les avortoirs. Oui, voilà, alors justement, je voulais vous dire deux choses. Donc, au sujet des manifestations qui sont maintenant très proches, et puis aussi au sujet, j'étais hier devant la cour d'appel de Versailles. Ah, vous êtes aussi un repris de justice et comme moi. Voilà, c'est pas ça. comme ma femme, parce que moi, alors là, moi je suis blanc-bleu. Et donc, peut-être je commence par les manifestations. Comme vous voulez. Ça va très bien. Alors, donc, 3 manifestations sont prévues pour samedi et dimanche prochain, le 27 et 28 mai. Le 27, 2 manifestations. L'une le matin, elle est à 10h30 à Nantes. À Nantes, je veux dire, ça marche très bien. Nous avons beaucoup de succès là-bas. Et pour nous, c'est un très grand réconfort. Et c'est toujours pareil, devant l'hôpital Saint-Jacques, où je vous signale qu'ils font 2000 avortements par an. Il y a eu j'ai eu sous les yeux un compte-rendu de l'interview de celui qui s'en occupe, qui fait ces avortements, qui a l'air d'un militant déjà depuis le début. Ils sont, je crois, 23 médecins à pratiquer ces avortements, à se relayer au fond de l'hôpital, dans ces services d'orthogénie. Il y a aussi quelques personnes qui sont là comme soignants, aides-soignants, si on peut dire. Mais 23, alors ils se relayent, n'est-ce pas? Le crime, je dirais, passe de main en main. Il est peut-être plus supportable comme ça, je ne sais pas. Et donc, ça, c'est pour... Cela dit, pour un médecin, un jeune médecin, je ne sais pas s'ils sont jeunes ou pas, d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour un médecin, pensez pourquoi aux raisons pour lesquelles il est devenu médecin, et de se retrouver à procéder, s'ils sont 23 pour 2000 avortements, ça fait pratiquement 100 avortements par médecin et par an. Oui. Autrement dit, ça veut dire qu'il pratique pratiquement un avortement tous les deux jours ouvrables. Oui. Ça doit être quelque chose de destructeur sur le plan humain. Son âme doit en sortir brûlée, littéralement. Je sais pas, j'imagine ça. Et alors, donc, ça c'est Nantes. Et alors, nous avons une manifestation l'après-midi à 14h devant la clinique Sainte-Jeanne d'Arc, c'est ça. En fait, nous ne serons pas devant. C'est à Paris, toujours. Et ça, c'est à Paris. En fait, nous ne serons pas ni devant ni à proximité. Nous serons refoulés à une centaine de mètres de là. Ça, il faut que nos amis le sachent. Et nous serons à 100 mètres donc de cette position, au coin de la rue du Château des Rentiers, que tout le monde connaît, et de la rue Regnault. Donc nous serons là, comme ça, ne faites pas de détour, parce que souvent les gens vous diront non, c'est pas là, ou il y a rien, etc. Et la dernière fois, nous avons perdu pas mal de monde comme ça. Alors, donc faites bien attention à cette indication. Alors, troisième manifestation, alors elle tombe le dimanche, le lendemain, c'est la fête des mères, qui coïncide aussi avec la fête nationale pour la vie, qui a été lancée par nos évêques. Ça, il faut leur rendre hommage à ce sujet. Je ne sais pas si c'est suivi de beaucoup d'effets, mais en tout cas, ils ont eu ça a été lancé il y a 5 ans, à la suite d'Evangelium Vitae. Donc je crois qu'il faut profiter de ce qui nous est donné, surtout ne pas faire la fine bouche à ce sujet. Et nous avons donc une manifestation, alors là, nous en sommes très contents, une manifestation à Strasbourg, tenez-vous bien, devant l'hôpital où opère. Non, ce sera un hôpital. Ah, c'est un hôpital. Oui, mon Dieu, ils veulent faire 2 mosquées là-bas. Et voilà. Et alors, nous serons à proximité du CMCO, c'est-à-dire du centre médico-chirurgical et obstétrical de Schiltigheim. Le nom est assez alsacien, Schiltigheim, à 2 km et demi au nord du centre de Strasbourg, à partir de 14h15. À Schiltigheim. Alors, nous serons à proximité du professeur Nizan. À ce propos, quelques mots sur le docteur Nizan. Je ne le connais pas personnellement, je l'ai vu une fois à la télévision. Je sais qu'il a fait des rapports demandés par Martine Aubry, que ces rapports ont conduit finalement à une aggravation
des projets d'aggravation considérables, puisque je pense que tout le monde le sait déjà, mais résumons très rapidement, le délai d'avortement à 12 semaines, donc nous n'avons pas encore assez d'avortements, il faut davantage avorter, délai jusqu'à 12 semaines maintenant, alors qu'avant il était de 10 semaines. Alors sur l'autre versant, des adolescents sur le versant, eh bien là il encourage à prendre la pilule du lendemain. Vous savez que cette pilule est très très fortement dosée à 0,750 mg de lévonorgestrel. C'est donc c'est très puissant. C'est une espèce de bain hormonal. Je ne comprends pas que je pense que c'est dangereux pour une petite jeune fille qui est en plein remaniement, qui devient femme à ce moment-là. Enfin bon, je crois que c'est un peu une folie, mais apparemment il n'y a pas de contre-indication, ce qui paraît bizarre aussi. Et alors évidemment, c'est sans ordonnance, c'est quand même extraordinaire. C'est sans ordonnance. Ils ne veulent aussi pas d'autorisation parentale, se défaire de ça, ou alors avoir affaire à quelqu'un qui se porte une espèce de tuteur sanitaire, je ne sais pas, un truc comme ça. Et alors il parle de majorité sanitaire, puisque la majorité légale est à dire. Ah oui, ça, il manque pas de, je dirais, ils sont très riches. Des nominalistes, donc les mots sont vite fabriqués. Que je suis heureux d'entendre ça. Ce sont des nominalistes. Voilà, ils adorent les mots, tricher avec les mots. Ils croient que ça fabrique de la réalité. Ils croient que ça fabrique de la réalité. C'est une mentalité primitive, ça. C'est comme les sorciers qui croient qu'il suffit de dire meurs pour que les gens crèvent. Eux, ils appellent ça IVG. Alors ça devient quelque chose de technique, quoi. Et alors ce pauvre petite jeune fille là de 13, 14, 15 ans qui prennent ces pilules, ça. Alors bien souvent, elles sont pas toujours, mais bien souvent elles sont abortives quand on les prend évidemment juste au moment après la fécondation. Et alors je voudrais, parce que j'ai lu un petit peu les textes à ce moment-là, je voudrais dire que Martine Aubry, mais je pense qu'elle est apparue comme ça à beaucoup, je trouve a le crime sinistre. Si vous lisez son rapport, c'est triste. Elle a le crime triste. Tandis que ça aussi, ce n'est pas tellement le genre de mise en qui lui plutôt va dans l'enjouement, le crime enjoué. Ce sont deux cas différents. Alors l'un est peut-être meilleur que l'autre, je ne sais pas. C'est pas à moi de juger. Je me garderai de juger qui que ce soit. Simplement, je vois ce qu'ils écrivent, et de toute façon, c'est un crime. Et mon Dieu, plonger là-dedans, c'est atroce. Alors nous aurons des invités allemands. Ça, c'est grâce à Vermeling. Donc nous aurons des gens de Kaiserslautern, j'espère, de Karlsruhe, de Fribourg, de Baden-Baden. Enfin, des riverains des Allemands bien, quoi. Des Allemands bien entendu. On veut bien qu'ils viennent en France. Et alors là, ils seront les bienvenus, ils seront même choyés. J'espère que nous serons nombreux. Alors il y aura des gens de Metz, de Nancy. Et ça sera pas la première. Enfin, c'est pas tout à fait la première que nous allons. Première fois que nous allons à Strasbourg, mais j'espère qu'il y aura, souvent à l'est de ce genre de manifestation. Bien, on vous souhaite beaucoup de réussite. Alors maintenant, si vous me donnez un petit mot au sujet de ce qui s'est passé hier. Ah oui, bien sûr, votre comparution devant la justice à Versailles, c'est ça. Alors, c'est un prolongement de ce qui s'était passé avant que j'aille à Bois d'Arcy, puisque j'ai été incarcéré le 8 novembre 1997 pour fait d'organisation de manifestations interdites. La réalité, c'est que j'avais effectivement organisé une manifestation. Enfin, j'étais pas tout seul, bien sûr. Ça ne peut pas s'organiser seul. Il y a eu des tracts, il y a eu des parutions dans Présent, notamment, très bien faites. Et on n'avait pas encore l'interdiction. Et je suis rentré de Pologne le 2 novembre. J'étais donc là-bas, je rentrais le 2 novembre, et c'est ensuite que j'ai été porté la déclaration de manifestation, et à ce moment-là, on m'a remis l'arrêté d'interdiction. Donc, je n'ai pas pu organiser la manifestation dans les jours entre le mardi ou le mercredi, et puis le samedi, ça faisait un petit peu court pour l'organisation. Donc là, je tiens à dire ceci. Et alors, une chose curieuse que m'a rappelé Maître Magal, je ne savais pas ça, c'est que si je suis resté si peu de temps finalement en prison, 11 jours, c'est que d'une part, il y avait des manifestations qui prenaient un tour assez important. Il y avait 500 personnes devant la prison, et donc le mouvement n'a jamais aussi bien marché. Et puis d'autre part, il y avait aussi une pression de l'extérieur, de la Pologne. Il est même certain qu'il y avait des manifestations à Varsovie devant l'ambassade de Pologne
pour cette histoire. Donc il faut que vous y retourniez. Alors je crois que finalement la Pologne porte chance. Et oui, si je veux retourner en prison... Bah oui, enfin, voilà. Vous rendez service en prison. Voilà. C'est pas qu'à l'extérieur vous rendez pas de service, mais en prison là au moins c'est palpable. Il y a du monde qui bouge et tout. Oui. Alors j'ai bien fait remarquer qu'on avait été 20 arrêtés d'interdiction. Vous savez que c'est un cas unique en France, je crois. Et je crois que la seule manifestation qui a été interdite, c'était parce qu'il y avait de la drogue, je crois. Mais nous, c'est pas de la drogue, hein, c'est la prière. Eh bien, on a été arrêtés 20 fois. Encore une fois, c'est un cas unique. Alors, l'avocat général, elle n'était pas du tout démontée par ça. Elle trouvait qu'au contraire, c'est tout à fait très équilibré. Je ne sais pas comment elle a fait son compte, mais elle a trouvé qu'après tout, il y avait aussi une interdiction de manifestation pour les autres, pour la CADAC, tout ça. Mais eux, je signale, n'ont pas été arrêtés. Enfin, ils n'ont pas été poursuivis non plus. Enfin bon, pourtant ils étaient bien présents. Enfin, alors. Toujours 2 poids 2 mesures. Et alors, je signale aussi que je dois passer avec le général Dièvre le 6 juin, toujours en appel, mais alors pour 4 autres affaires, 2 avec le général Dièvre, je crois, pour toujours cette question de manifestation. Et là, nous avions obtenu vraiment un jugement très intéressant pour nous, stipulant que que l'arrêté d'interdiction du préfet était illégal et que nous étions politiques. Et d'ailleurs, l'avocat général a dit que nous n'étions pas politiques, mais elle n'a pas apporté d'argument pour dire que nous n'étions pas politiques. Et moi, il me semble qu'il est politique de défendre son droit d'expression sur un sujet si grave, dans une rue, avec une déclaration en bonne et due forme. Je pense que c'est manifesté, droit reconnu par la Constitution, mais apparemment, elle ne reconnaît pas ça. D'ailleurs, elle a glissé extrêmement vite en disant « ils ne sont pas politiques », voilà, tout simplement. Mais ce caractère nous avait été reconnu par la 24e Chambre. Alors, si vous voulez venir assez nombreux à la 11e Chambre, le 6 juin prochain, c'est à 14h, vous n'avez qu'à débarquer. 13h30. Débarquer en rang serré à la 11e chambre. 11e chambre à Paris, attention, ce ne sera pas à Versailles. Il n'y a pas 11 chambres à Versailles, il y en a beaucoup à Paris. Et vous serez d'un appui certain. Merci, docteur. Merci. Et puis, vous viendrez nous tenir au courant de la suite de vos activités parfaitement répréhensibles, je dois le dire. La preuve, c'est qu'elles vous conduisent en prison. À votre maman, vous l'avez dit quand vous étiez petit, si tu continues comme ça, tu finiras sur l'échafaud, non? Non, elle m'a pas dit ça. Non, elle vous a jamais dit ça. Non, mais ça n'était pas comme la mienne. Bon. L'avortement est l'affaire des femmes. Ça, c'est le message habituel qui n'appelle pas de commentaires. Parce que là, évidemment, c'est vrai que l'avortement est l'affaire des femmes. D'ailleurs, la parturition aussi. Seulement le jour où on m'amènera une dame qui a fait un enfant tout seul, je dirais, effectivement, les hommes n'ont rien à dire dans l'avortement. Mais jusqu'à présent, jusqu'à plus ample informé, à une exception près, les enfants se font à 2. Et c'est aussi l'affaire de l'enfant, je dirais, c'est même le premier concerné. Donc c'est l'affaire de la femme, d'accord, mais c'est aussi l'affaire du père, bien sûr, vous avez entièrement raison, et je dirais, et en premier, l'affaire de l'enfant, qui a son petit mot à dire. Errare humanum est, sed perseverare diabolicum. Monsieur De Béketch s'obstine à vouloir servir Dieu et Mammon simultanément en essayant de se persuader et de persuader les autres qu'ésotérisme peut rimer avec christianisme. C'est faux, totalement faux, dangereux et pervers. Alors, peut-être, mais en tout cas, je vois vraiment pas ce que Mammon vient foutre là-dedans, parce que Mammon, c'est le dieu du fric, et c'est l'idole du fric. Et très franchement, alors si je sers Mammon, je peux vous dire que lui me sert pas beaucoup. Ça, c'est bien clair. Aide-soignante, j'ai côtoyé ces messieurs les médecins qui pratiquent l'avortement et qui se pavanent dans les couloirs très fièrement. J'en étais bouleversé et j'ai choisi d'aller dans le service des personnes âgées, nous dit une auditrice. Dimanche 22 mai, lors de d'une émission sur A2, Monseigneur Billet a d'abord réaffirmé sa communion avec Monseigneur Gaillot, c'est la moindre des choses, puis interrogé sur Fatima. Il a déclaré que, ouvrez les guillemets, Dieu n'ayant pas recours aux apparitions pour s'adresser aux hommes, ce genre de message relevait du registre des prédictions de Madame Soleil. Ces propos de l'archevêque de Lyon sont scandaleux. Ils insultent la multitude des fidèles assimilés ici à des demeurés mentaux, nous dit une auditrice. Et puis la Sainte-Vierge. Au lieu de vous enliser dans de stériles ratiocinations itératives, j'ajoute parce que je trouve ça joli, j'ai appris la semaine dernière itérative.
Sur de prétendus problèmes raciaux, parlez-nous des vrais enjeux de société, les plans antisociaux du MEDEF, le patronat, la précarité du travail au sein d'un capitalisme mondialisé de plus en plus totalitaire. Noir, blanc, vert, nous sommes tous victimes de la globalisation néolibérale face à laquelle le souverainisme frileux, les crispations identitaires servent en dernière analyse le système. Quant au socialisme, où est-il? Sûrement pas chez les valets de la bourgeoisie de l'actuel gouvernement, plus préoccupés par 25 000 détenteurs de stock options que par les chômeurs en fin de droit. Ne confondez pas l'internationalisme qui unit les peuples avec la mondialisation qui cherche à les fondre au sein de l'empire marchand. Ces messieurs de la résistance se trompent de cible. La privatisation capitaliste du corps humain, la mise en place des OMG, l'uniformisation des peuples par les multinationales sont des mots dont la globalité nécessite une réponse globale, sauf à devenir des guilleraux d'opérette. C'est signé J. Vallès, probablement J pour Jules, j'imagine. Et ça vient, on n'a pas l'habitude de dire d'où ça vient, mais ça vient du Sénat. Donc c'était notre minute de trotskisme. Et je vous signale que sur Radio Courtoisie, il y a quand même une minute de trotskisme. Et je voudrais bien savoir si sur les radios trotskistes, il y aurait une minute de courtoisie. J'en suis pas certain. Dans le dictionnaire Essai de syncrétisme fondant judaïsme, christianisme et une certaine tradition orientale, se caractérisant cependant d'une façon constante et par le fait que seule l'expérience intérieure reconduit à la connaissance de Dieu et de soi-même. Ça, je vous le relirai un autre jour à tête reposée. Il faut d'abord que... C'est très joli d'attaquer les gens de la nouvelle droite et sans le nommer Alain de Benoît, encore faudrait-il que Radio Courtoisie leur donne la parole pour s'expliquer. Moi, j'ai donné la parole à Benoît, il est venu dans mon émission, Jean Ferré l'a reçu plusieurs fois, je vois pas où est le problème. S'ils veulent venir, ils viennent, ils s'expliquent et on n'est pas d'accord avec eux, on a le droit de le dire. Moi, j'ai pas traité de Benoît comme il a traité les gens du Front National, par exemple. Pourriez-vous donner des nouvelles du pèlerin de Jérusalem si vous en avez? Je n'en ai pas. Voilà, les messages arrivent, je les lis à mesure, je ne fais aucune sélection. Strictement sans rapport avec ce que Beketch a dit précédemment, M. Thierry Desjardins a parlé d'une personne extrêmement connue qui avait été condamnée avec raison parce que cette dite personne avait assuré qu'il y avait énormément d'Israélites à la télévision. Est-ce un homme politique, un acteur, un artiste? Quel est son nom? Alors il s'agit de... c'est Camus, c'est Camus, qui a écrit un livre dans lequel il dit effectivement, il tient effectivement ce genre de propos. Ça a été repéré. Le livre a été immédiatement retiré de toutes les librairies et mis au pilon par son éditeur, qui a présenté des excuses longs comme le bras, et qui a promis que plus jamais, quand on lui a demandé si on allait couper la phrase incriminée pour rééditer le bouquin, il a dit non, c'est fini, jamais plus, voilà. Et il y a d'ailleurs un comité de défense de Camus qui est... C'est pas Albert, ça doit être Jean, je crois. Jean Camus, c'est ça? Renaud Camus, je sais pas, je lis pas ça, moi. Moi, je ne lis que Balzac. Donc, Renaud Camus, ça fait pas partie de mes lectures. Et il y a d'ailleurs un article de François Brignot dans le dernier numéro du Libre Journal qui raconte l'aventure de Renaud Camus. Comment un homosexuel de gauche peut devenir un fasciste honni et antisémite. C'est dur, la vie, C'est dur, ça va vite, La roche Tarpéienne n'est pas loin du Capitole, comme disait mon jardinier. Pourquoi les associations antiracistes ne condamnent-elles pas le crime de Rezala? Pourquoi ne le poursuit-on pas pour crime raciste sur des blanches européennes? Si on est antiraciste, il faut l'être de tous bords. C'est bien vrai. Je suis contente que... Non, ça, je peux pas le lire, parce que... Voilà. N'empêchez pas ce Beketch de parler librement, sans quoi Radio Courtoisie perdrait un peu de son sel. Je n'ai pas l'intention d'empêcher Beketch de parler librement. Jean-Pierre Cohen écrit-il toujours dans le Libre Journal? Pas pour l'instant, parce que il travaille sérieusement maintenant, Jean-Pierre Cohen. Il est à Marignane. Il travaille avec Simon Pierry, le maire de Marignane. Et donc, il n'a plus le temps de faire ses bêtises dans le Libre Journal. Mais ça va revenir. Dès que Simon Pierry l'aura viré, il reviendra au Libre Journal. Avez-vous remarqué que les CRS s'en sont pris violemment aux cantinières de Marseille, qui par hasard étaient... Alors là, toutes... Il y a un mot que j'arrive pas à lire. Planche. Je sais pas. Je lis pas bien le mot. Lu dans le Figaro... Marianne Leroy-Rosenval, conseiller à la Cour des comptes, agent judiciaire du Trésor, vient d'être nommée médiateur de l'édition publique. À ce poste nouvellement créé, placé près du ministre de la Culture et de la Communication, elle a pour mission de suivre et d'évaluer les activités des éditeurs publics. Ça, c'est une information. Non, je peux pas lire parce que c'est grossier.
témoignage, un auditeur pris dans un embouteillage quartier de l'Odéon, ne pouvant avancer, s'est fait insulter par le conducteur qu'il suivait, qu'il a agonie d'injures raciales. Alors là, j'ai la liste des injures, mais décidément, je ne peux pas les lire. Et cet auditeur, fort du fait que son insulteur était un homme venu d'ailleurs, est allé porter plainte à la police pour racisme anti-français. Et il dit, les policiers ont, après beaucoup de réticences, finalement accepté enfin d'enregistrer la plainte. Je signale qu'il y a un numéro pour ça, le numéro 114. Au téléphone, vous faites 114 et vous vous plaignez d'avoir été victime de persécutions racistes. Et alors, si vous dites je suis européen de souche et j'ai été injurié par des gens qui ne sont pas des Européens de souche, vous allez voir comment vous êtes reçu. C'est assez rigolo. Voilà, je crois que j'ai lu tous les messages. Pourriez-vous aborder le voyage du secrétaire général du Parti communiste vietnamien reçu par Chirac en grande pompe? Il sera inauguré à Montreuil, ville communiste, un espace Ho Chi Minh qui reconstitue la chambre de Ho Chi Minh lorsqu'il était à Paris dans les années 20. Ils sont extraordinaires, les communistes. Ils ont vraiment peur de rien. Mais peur de rien, je veux dire, ils sont prodigieux. Quant à Chirac, bon, on sait à quoi s'en tenir. Il y a pas longtemps, il recevait je ne sais quel fou sanguinaire en provenance d'un pays exotique quelconque. Là, il va recevoir Mugabe, l'assassin raciste des Français de Rhodésie. Il reçoit comment on nous le dit, le type du PC vietnamien. Enfin, il a reçu le chinois avec lequel Madame Chirac a dansé d'ailleurs. Donc il se complaît dans la compagnie des démons sanguinaires. C'est pas très étonnant, il n'est pas sanguinaire au moins lui. Ouais. Il ne faut se faire aucune illusion. Beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie sont pour l'avortement. Ah bah oui, mais comme on va pas mettre le fonctionnement de cette radio aux voix, ça changera rien au fait que dans mon émission on continuera à être contre. Ça, c'est clair. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'on peut dire là-dessus. Je me tourne maintenant... Alors, ça n'a rien à voir. Je signale que nous quittons le domaine politique pour entrer dans un domaine qui est totalement étranger à la politique et qui est le scoutisme avec le père Arguage, qui est le supérieur de la Sainte-Croix de Riaumont et le patron du village d'enfants de Riaumont. Et mon père, vous allez présenter à Riaumont le 24 juin prochain, un spectacle dont j'aimerais que vous nous donniez la substantifique moelle. En fin de compte, pour cette année du jubilé, on a décidé de ne pas démolir ce décor grandiose du Mont-Saint-Michel et de faire une deuxième fois le spectacle. Non seulement parce que beaucoup de gens nous ont demandé de le refaire parce qu'il a plu, certains... Il a plu d'ailleurs. Il a beaucoup plu, et vous l'avez bien dit et bien fait remarquer. Et vous avez parlé des 3 miracles de la Saint-Jean dans le Libre Journal, un article qui a été fort apprécié et qui était magnifique. Et on s'est dit, c'est tellement beau, le message est tellement fort, il y a tellement peu de fêtes de chrétienté qu'il faut refaire ce feu de camp. D'abord parce que nos enfants étaient très heureux. Mon père, pardon de vous couper, mais il faut quand même, depuis qu'on a parlé de cette fête, pour la dernière fois Radio Courtoisie, la radio a beaucoup changé, il y a beaucoup de nouveaux auditeurs. Donc il faudrait expliquer brièvement, premièrement, ce qu'est le village d'enfants de Riaumont, en quelques mots, et deuxièmement, ce qu'est, vous avez parlé de démolir, mais beaucoup d'auditeurs ne savent pas ce qui a été construit, et ça, il faut quand même le dire. Bon, d'abord, ce qui a été construit par un prêtre qui est mort en 1986 et qui est le fondateur, le père Revé. C'est un village de type médiéval, si vous voulez, avec un tas d'attractions qui font rêver les enfants à l'intérieur. Un village qui a le goût du beau, du vrai et du bien. Un petit village de France avec sa ferme, son tas de fumier, ses cheminées, ses pavillons, son école, ses places, ses calvaires. Et dans ce petit village, il y a des enfants écorchés par la vie qui nous viennent parce qu'ils ont été blessés dans leurs plus chères affections. Et je pense qu'on a élevé depuis 40 ans, puisque Riaumont a été fondé en 1960 par le père Revé, environ 3000 ou 4000 enfants qui sont passés par chez nous, de celui qui est resté quelques jours à celui qui est resté 7 ou 8 ans. Et avec des éducateurs d'abord, et des éducatrices, et ensuite seulement pratiquement avec des religieux et des bénévoles, parce qu'on a été persécutés en 1977 à 1981 par les juges
trotskistes, les juges maoïstes, les juges gauchistes, des juges infernaux qui ont pris le père Revé pour cible parce qu'il portait une soutane, simplement parce qu'il gardait la tradition de l'Église, eh bien on a eu cette persécution terrible et Riomont est sorti plus beau qu'avant. Et à chaque fois qu'il y avait un feu de la Saint-Jean, le père Revé disait « Et j'espère que Riomont sera encore plus beau après ». Et chaque persécution, eh bien, il y a eu aussi comme une sorte de résurrection de Riomont. Et le Mont-Saint-Michel, que nous avons voulu faire vivre, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de touristes qui vont au Mont-Saint-Michel et on cherche. Bien sûr, il y a des pèlerinages magnifiques comme celui de l'abbé Chanu, mais il y a aussi une grande déception pour les gens que nous sommes, les pauvres chrétiens qui arrivons là-bas, de voir que tout a été paganisé. Alors, on a fait revivre l'histoire du Mont-Saint-Michel. Et ce sont des enfants. C'est pas comme au Puy du Fou. Au Puy du Fou, certes, il y a des enfants, mais il y a beaucoup d'adultes. Ce sont des enfants qui, du début du spectacle jusqu'à la fin, vont faire revivre le Mont-Saint-Michel. Et c'est aussi l'histoire de Riomont, parce que le Mont-Saint-Michel, c'est la garde de la France. Et puis, on a beaucoup prié, mais nos enfants ont beaucoup prié Saint-Michel-Archange pour que cette année, justement, il nous protège, il nous garde, et il garde la France. Et surtout, il donne beaucoup de courage à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui sont éloignés. Je sais que Radio Courtoisie maintenant touche beaucoup plus de monde. Il y a tous ceux qui m'entendent, qui sont isolés. S'ils peuvent faire ce voyage pour venir dans le Pas-de-Calais, près des terris qui sont encore vivants parce qu'on les plante d'arbres et qui sont signes d'espérance, eh bien, qui viennent chez nous et ils découvriront ce village. Je peux pas raconter tout ce qui s'est passé à Riomont. Non, c'est impossible. Mais il faut dire quand même que vos garçons, sous la direction d'un des frères, un prêtre d'ailleurs, qui est à vos côtés, ont construit une maquette du Mont-Saint-Michel. Mais quand on dit une maquette, c'est une maquette de combien? 30 mètres de haut. Oui, alors c'est une maquette de 30 mètres de haut. Et alors tout le monde croit que je construis ma nouvelle église. Oui, il y a les crétins. Mais c'est pas des crétins du tout. Ce sont des gens très intelligents parce qu'ils ont loué un avion. Alors le frère Olivier, vous voyez, ça fait plusieurs fois qu'un avion nous survole. Et il était tellement bas, parce qu'il prenait sûrement des photos, qu'on a relevé le numéro d'immatriculation du petit avion qui était au-dessus du petit village d'Astérix. Et vous savez qu'on a beaucoup de gens qui nous renseignent. Heureusement, partout, dans toutes les corporations. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'IRG qui nous a renseigné. Toujours est-il que je ne peux pas donner mes sources, mais on a découvert que ce petit avion a été loué par le fisc. Et c'est le fisc qui a survolé l'immense cratère que je suis en train de faire pour bâtir une église. Vous savez que on voudrait construire une très grande église et qu'il y a en ce moment, il y a beaucoup de bulldozers, de tracteurs pour tirer la terre, de grues dans Riomont. Et puis alors il y a ce gigantesque Mont-Saint-Michel qui domine la forêt. Et alors évidemment, ils savent plus si l'église va être dans le cratère ou si l'échafaudage, c'est la future église. Ils cherchent à repérer. Enfin, en tout cas, les contribuables sont contents de savoir qu'ils payent des voyages en avion aux inspecteurs du fisc pour aller surveiller si mais écoutez, moi, je voulais pas le croire. Quand on m'a raconté cette histoire, puisqu'on a vérifié, c'est vraiment... Quelle racaille. Mais vous savez qu'en même temps, parce que nous sommes une maison d'enfants, nous avons la sécurité sur le dos. Alors on a eu une commission de sécurité qui est venue, mais à ma demande, c'est moi qui ai demandé cette inspection. Parce que rien n'est secret à Riomont. Il n'y a pas de choses secrètes. Tout est au grand jour. Et on peut venir nous photographier, mais pas à l'intérieur quand c'est nos ennemis, quand il y a une caméra, comme entrevue. Eh bien, je viens d'assigner entrevue, parce que entrevue, c'est permis de caricaturer de Riomont, évidemment toujours pour en faire une secte. On voudrait partout dire que Riomont est une secte pour démolir l'Église catholique, qui est notre mère, et pour démolir ce village d'enfants qui résiste. Alors, la sécurité, c'est terrible. Je suis obligé pour un des 3 foyers, vous savez que c'est énorme, simplement les locaux sommeil, de refaire pour l'instant 15 plafonds. 15 plafonds. J'ai refait toute la sécurité. J'ai des alarmes incendie qui valent très cher. Je suis en train de mettre maintenant toutes les portes anti-feu. Il faut que j'ai des rideaux anti-feu. Il faut que j'ai des couvre-lits anti-feu. Mais vous vous rendez compte, les pauvres gens qui donnent de l'argent à Riomont, où ça part? Mais mon père, il faut quand même ajouter que
vous faites, dans ces locaux qui sont impeccables, vous hébergez des enfants qui autrement seraient dans la rue. Et s'ils étaient dans la rue, absolument personne s'en occuperait. On s'en foutrait qu'ils soient dans la rue à se camer, à se battre. On voudrait qu'on soit préoccupé de leur sécurité un peu plus. Voilà. On vous préférerait que l'État s'occupe de ce qui se passe dans la rue quand les gosses sont laissés à eux-mêmes, plutôt que de venir traquer des gosses qui sont non seulement en sécurité, mais qui sont heureux dans une maison qui est parfaitement tenue par des gens qui sont des responsables. Mais là, il y a véritablement une persécution. Alors, j'étais il y a pas longtemps à Saint-François-de-Sales, qui est pas très loin de chez vous, qui est une école de la fraternité. Et même chose, ils ont occupé, je fais une petite parenthèse parce que ça montre bien comment réagit cet État antichrétien. Ils ont transformé en école un hôpital pour enfants handicapés moteurs, physiques. Et donc, dans cette école, tout est de plein pied, absolument tout. Il n'y a pas un escalier, il n'y a pas une marche d'escalier, il n'y a pas un étage. Tout est de plein pied et les dénivellements sont desservis par des rampes. Et en plus, toutes les pièces, tous les couloirs sont de chaque côté éclairés par des baies vitrées coulissantes qui vont du plafond au sol. Autrement dit, s'il y avait le moindre incident, un début d'incendie par exemple, sur un coup de sonnette, la baraque se vide en 2 secondes. Eh bien, les gens de la sécurité sont venus et leur ont imposé de construire à l'intérieur de cet établissement, où ça ne sert absolument à rien, des portes coupe-feu qui valent, vous savez combien, mon père, des dizaines de millions de milliers de francs, des centaines de milliers de francs. Et c'est une façon, en s'appuyant sur des règlements administratifs de sécurité qui ont un sens dans certaines circonstances, mais qui là sont totalement aberrants, c'est une façon de ruiner des écoles libres qui fonctionnent entièrement hors contrat. C'est-à-dire que c'est des écoles qui ne demandent rien à personne. C'est les parents eux-mêmes qui financent. Eh bien, l'État vient mettre son gros pif dans ces histoires, sous prétexte d'assurer la sécurité d'enfants qui ne demandent rien et dont les parents ne demandent rien, pour, naturellement, faire fermer ces établissements. Mais, Serge, chaque chambre est équipée d'une porte qui donne sur un balcon d'évacuation. Chez vous, oui. Oui. Le couloir qui est de l'autre côté, il y a environ 15 fenêtres qui permettent aux enfants de partir. On nous a donné un délai de 1 mois pour réaliser le travaux, ce qui est inhumain, effectivement. On voudrait nous étrangler, on ferait pas mieux. Mais je tiens à dire, parce qu'il m'écoute, je le sais, à Marie-Georges Buffet ou à d'autres, que je laisserai mes enfants à Riomont dans des marabouts. C'est-à-dire que je monterai des marabouts près de nos bâtiments et nous ferons une sorte de camp permanent. Alors on attend. Les marabouts, c'est des tentes. C'est des tentes. Faut peut-être expliquer des tentes. Il y a un côté un peu colonial peut-être. Ouais. Mais non, vous n'allez pas faire venir des marabouts. Alors nous attendons la gendarmerie, la police, toutes les commissions de sécurité qu'on veut, mais nous resterons sur place à moins qu'on soit évacué par des cars de police et menottés. Mais pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Alors, je pense quand même qu'il y a une certaine sagesse, parce que nos ennemis savent très bien qu'on ne rit pas quand on est attaqué. Le préfet du Pas-de-Calais, un jour, nous a attaqué, on l'a fait condamner. Il y a 16 ans, on l'a fait condamner. Actuellement, Carl Zero, j'ai 2 procès, je les ai tous les 2 perdus parce que Carl Zero a beaucoup d'appui. Il est très puissant. Et puis les magistrats, vous le savez, à 80% ne sont pas pour nous. Mais alors, vous savez combien me demandent les avoués? Donc, parce qu'il y a eu ces plaintes qu'on a posées au nom des enfants. Les parents des enfants, les religieux ont porté plainte, mes prêtres ont porté plainte. Les avoués demandent 50 000 francs. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller plus haut, parce que si je vais en cassation et que je perds, ça coûtera encore plus cher. Mais je pense que c'était quand même bien de faire ce procès, même si on perd, pour montrer qu'on ne se laisse pas faire et que des prêtres peuvent se défendre contre ces personnes qui nous en veulent à mort. Songez que l'école d'ébénisterie que j'ai voulu faire, vous savez, j'ai voulu acheter un bâtiment, je crois que je l'ai dit la dernière fois, et il y a des gens qui ont donné pour ça. Et le maire a préempté ce bâtiment, et je ne peux pas faire l'école d'ébénisterie pour l'instant. Alors, il a été préempté pourquoi? Parce que, sans doute, il était trop en bordure de Riomont, et ça permettait à Riomont... À quel usage il va être utilisé par la municipalité? Pour un théâtre.
enfin pour un théâtre, pour une école de théâtre, parce que c'est pas assez grand pour faire un grand théâtre. C'est-à-dire que vous vouliez fabriquer des gens, des enfants, enfin vous vouliez des ébénistes. Je voulais faire du social. Et voilà. Et on va plutôt en faire des comédiens, pas avec les enfants de Riomont. Peu importe, il y a peut-être, tout le monde n'est pas libre dans tout ce qui se fait, et je sais que j'ai beaucoup d'amis dans la région et quelquefois à des hauts postes qui m'aident et qui me protègent. Alors ce feu de la Saint-Jean, pour revenir au feu de la Saint-Jean, c'est la vie. C'est aussi montrer que Riomont a beaucoup d'amis à travers la France. C'est une magnifique fête de chrétienté. Et alors on va sortir au cours dont cette fête, si vous voulez, est importante. Elle commence à 13h30, il y a le lever des couleurs. À 14h, la découverte du village de Riomont. Il y a des stands très nombreux et leur diffusion, les éditions du Triomphe, la porterie du monastère. Il y a une trentaine d'écrivains qui seront présents. Je crois que le docteur Dor, nous allons l'accueillir, je crois, pour la première fois à Riomont, on sera très fiers. À vélo. Et puis, il y a des expositions, Riomont-ci, Riomont-là, imagerie du scoutisme. Il y aura une exposition magnifique sur les cœurs vaillants et les âmes vaillantes. À Cœurs vaillants, rien d'impossible. Il y a le musée scout, les cloches. Et puis, le soir, une prière au mémorial des scouts morts pour la France, car on va évoquer Guy de Larigaudy. Guy de Larigaudy, qui est mort le 11 mai 1940, ça fera 60 ans. Et puis, il y a des vénérations de reliques dans le monastère, dans la salle de chapitre. Il y a un repas champêtre. Et vers 20h30, l'accès aux tribunes. Mais pour accéder aux tribunes, qui vont être encore plus immenses cette année, il faut réserver sa place parce qu'on ne peut pas asseoir tout le monde. La dernière fois, je rappelle, on a frôlé les 5000 personnes. Donc, il faut vraiment retenir sa place. Alors, 21h30, bénédiction des feux, la veillée scout qui sera traditionnelle cette année. C'est pas un spectacle, c'est une veillée tradie, un petit peu comme à Chartres le samedi soir. Cette année, malheureusement, on n'a pas pu faire une grande veillée parce qu'on a trop marché. Et il y a le son et lumière, l'adoration nocturne devant le Saint-Sacrement jusqu'à 1h du matin. Et le lendemain, j'allais dire c'est long, puis je parle longtemps, mais c'est long quand on est à Riomont. Moi-même, je suis pas arrivé à en sortir, j'y suis resté. Et je pensais que ça serait court, mais j'y suis resté. Vous étiez venu pour visiter, et puis vous êtes je suis venu pour faire éducateur stagiaire. J'avais rencontré le père Revé, on peut pas l'oublier, au congrès de la Cité catholique à Lausanne, et je remercie Jean Housset de ce qu'il a fait pour moi, parce que c'est grâce à Jean Housset que j'ai rencontré le père Revé, et à ce congrès de la Cité catholique fabuleux, mais combien ont trouvé leur voie dans ce congrès de Lausanne. Et puis, en revenant à Riomont, en faisant son time, après je suis resté, j'ai fait une retraite à l'abbaye de Fontcombault, puis j'ai choisi de suivre ce prêtre fabuleux qui était le père Revé, qui sera beaucoup évoqué pendant ce feu de la Saint-Jean, parce que c'est les 40 ans de fondation du village. Et puis, cette fête du lendemain, c'est une fête Dieu. On va partir dans les bois de Riomont, ancien site mérovingien, gaulois et mérovingien, et on ira à l'endroit où vivait un ermite. On a retrouvé une vieille chapelle du XVIe siècle, et là, on va faire un magnifique salut au Saint-Sacrement. Beau programme. Ça, donc le samedi 24 juin et dimanche 25 à Riomont. Alors, où est Riomont, nous demandent plusieurs auditeurs. Riomont, c'est à Liévin. Riomont, c'est à Liévin, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est entre Lille et Arras. C'est tout près de Lens. Alors ceux qui suivent les matchs de football, ils savent que les 100 et or sont à Lens. Et il y a un concours de circonstances extraordinaire. C'est pas parce qu'il y a une équipe de football qui a un maillot 100 et or, mais le foulard des scouts de Riomont est lui aussi 100 et or. Mais 100 couleur des martyrs et or couleur des vases sacrés, de l'idéal qu'on doit rayonner. Alors, donc, c'est à 2 heures de Paris. C'est très très facile pour y aller. Vous prenez l'autoroute et vous suivez la direction. On va en direction de Calais. Et il faut sortir à la porte 17. À la sortie 17. Et là, vous avez des tracts. Les gens qui voudraient distribuer des tracts, on cherche justement des distributeurs, quelquefois à la porte des églises ou ailleurs, ou dans les écoles. Vous commandez les tracts au village d'enfants de Riomont, boîte postale 28 62 801 Liévin-Cedex. Oui, boîte postale 28 62 801 Liévin-Cedex à Riomont, et on vous enverra tout ce qu'il faut, parce que c'est aussi une fête apostolique.
Il faudrait vraiment toucher des gens qui n'ont pas l'habitude de cette atmosphère de la chrétienté. Ils y trouveront des grâces magnifiques parce que il y a une chaleur, il y a un esprit de famille. Et puis, de voir toute cette jeunesse, de tous les scoutismes. On va encore recevoir des scouts de France comme on a reçu l'année dernière. Je rappelle que l'année dernière, je les ai fait applaudir, malgré tout ce que Monsieur Dacosta a pu dire contre nous. Nous aimons les scouts de France, les scouts d'Europe, les scouts unitaires, les Europa Scouts, les Raiders Scouts. Se retrouvent tous les scoutismes. C'est l'été de tous les scoutismes. C'était une manifestation qui avait été faite autrefois, l'été de tous les scoutismes, c'est vrai. Et puis alors, je voudrais vous dire aussi qu'on a... Alors vous avez créé une association qui s'appelle l'Association nationale des scouts français anciens combattants. Voilà. Alors c'est une association qui est très importante parce que nous avons le mémorial des scouts morts pour la France chez nous. Et il fallait faire cette association d'anciens combattants. Et j'espère que beaucoup de militaires vont nous rejoindre, de scouts qui sont dans l'armée actuellement, même officiers d'active ou simples militaires, qui vont nous rejoindre dans cette association, qui sera un petit peu la gardienne du mémorial et qui a bien sûr beaucoup de missions de sauvetage, ne serait-ce que pour défendre le scoutisme de toujours, notre scoutisme. Il y a beaucoup de scouts de France qui sont allés en Indochine, en Algérie, sur tous les théâtres d'opération. Et puis alors... je ne sais pas si je peux parler encore longtemps. Allez-y, parce que on volera du temps à Amish, il a l'habitude. On va sortir 3 livres. Grâce à vous, Serge de Beketch. Oui, enfin, si, mais il faut le dire parce que il faut être aidé. Ce livre, ça fait 3 ans qu'il est fait, et puis personne n'a voulu l'éditer. C'est la vie d'André Zirnerd, qui a composé la prière du parachutiste. C'est un livre de Guy Allaire qui est magnifique et qui va sortir normalement pendant les feux de la Saint-Jean. Il est inquiet, il y croit pas. Ça, c'est le premier livre. C'est vrai que ce serait une bombe parce que je crois que c'est un livre qui plaira. Et puis, un deuxième livre, 100 scouts morts pour la France, je sais qui m'écoute, de Louis Fontaine et de Rémi Fontaine. Après la mémoire du scoutisme, le livre du mémorial de Riomont, 100 scouts morts pour la France. Et on y trouve votre père qui a été rappelé à Dieu à Dien Bien Phu. Serge, et j'en suis très ému parce que je sais que c'est quelque chose d'important et de terrible et qui nous replace dans cet idéal magnifique de l'armée française. 3e livre, l'histoire des feux de la Saint-Jean. Alors ça sera une surprise, c'est l'album du père Alain Hochmiller avec un texte magnifique sur Saint-Jean-Baptiste, et il y aura toute l'histoire des feux de la Saint-Jean. Et je me souviens quand j'ai commencé à faire mon premier feu de camp devant la grande abbaye du Mont-Saint-Éloi, c'était en 1970, et on était passé avec des tambours dans les fermes, et alors le soir on se demandait combien il y aurait de personnes. On se disait, oh là là, est-ce qu'ils vont se déplacer? Et il y avait 200 personnes pour notre premier feu de la Saint-Jean. Et après c'est monté, c'est vraiment une épopée. Alors, comment peut-on se rendre à Riomont par le train? C'est Riomont, hein, ne confondez pas, parce que je vois que beaucoup d'auditeurs disent Royaumont, ça n'a rien à voir. Non, l'abbaye Saint-Louis, c'est tout près de Paris. Voilà. Riomont, c'est pas de Chantilly. Royaumont, c'est à Chantilly. Non, oui, c'est là, c'est Riomont. R-I-A-U-M-O-N-T. C'est à Liévin. Et donc, le train, on prend le train jusqu'à Lens. Voilà. Et à Lens, vous avez il y a des navettes. Il y aura des navettes. Voilà. Mais surtout, si vous venez, alors d'abord il y a des hôtels dans la région, bien sûr, et puis en même temps il y aura des tentes, il y aura des marabouts, il y a un tas d'installations. C'est un petit peu comme une ville sous tente, une ville scout qui est créée pour un après-midi. Et alors, dans le cratère de l'église, vous allez être surpris parce qu'il y a un immense cratère, comme un trou au milieu de Riomont pour recevoir cette église. Et tous les stands seront dans ce grand cratère, et ça sera très 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 beau. Le tailleur sera dans le trou alors. Oui, il sera là. Il sera là avec ses magnifiques livres, et puis il y aura aussi d'autres stands. J'espère que d'autres viendront nous rejoindre pour avoir des stands. Bien sûr, tous ces stands sont des stands sur la jeunesse, des livres de jeunesse, etc., sur les arts, tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, tout ce qui fait la richesse de la chrétienté. Cette fête est une fête de chrétienté. C'est un peu pour certains le prolongement du pèlerinage de Chartres, dans une immense veillée avec ses enfants
qui vont jouer à peu près 300 ou 350 avec des chevaux, avec des voitures qui sont transformées en bateaux, avec des combats, avec des c'est vraiment évocations. Magnifique. Voilà. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai vu l'année dernière. Alors l'année dernière, ça s'appelait Contre vents et marées. Il a plu comme je sais pas, comme vache qui pisse. Voilà. Je voulais pas le dire, mais oui. Et cette année, ça s'appelle Sous le soleil de Non, c'est pas Sous le soleil de Satan. Non, c'est Protecteur de la France, Saint-Michel, lumière de la chrétienté. Lumière de la chrétienté. Et on a supprimé Contre vents et marées, vous le savez, parce que c'était un peu mal vu, parce que Saint-Michel envoyait de la pluie pour que ça soit encore plus beau. Voilà. Donc cette année, il fera beau. Et en présence de quelqu'un d'extraordinaire, d'emblématique, et qui parle à cette radio toutes les semaines, du commandant Guillaume. Ah bah oui, bien sûr. Routier scout de France, celui qu'on appelle le héros du crabe-tambour dans le film de Schoendorfer, le commandant Guillaume qui parraine aussi l'ouvrage Sans scout, mort pour la France, et qui nous adressera quelques mots au début du feu de camp. Merci mon père. Alors, si vous avez des sous à envoyer au père Arguache pour le village d'Oriomont, pour les enfants, pour les travaux, pour tout ça, quoi, pour tout. Vous voulez envoyer de l'argent, docteur vous l'apporterez dans votre poche à bicyclette. Je recherche encore des bénévoles. S'il y a des étudiants qui veulent nous rejoindre pour aider à monter les décors, on leur donne tout. On leur donne à manger, on leur donne des lits, on leur donne notre amitié, on leur donne tout. On les attend quand ils veulent. Alors c'est à Lens. C'est à Liévin, le village d'Oriomont est à Liévin, mais si vous allez par le train, c'est à Lens. Et à Lens, quand vous êtes à Lens, vous appelez le village et puis ils viennent vous chercher un automobile à pétrole. Voilà. Donc le numéro de téléphone du village, vous le rappelez, s'il vous plaît ? 03 21 28 32 09. Je répète, 03 21 28 32 09. Voilà, rendez-vous le 24, on y sera, la famille Beckett y sera comme toujours, et puis avec beaucoup de monde, on sera 5000 ou 6000, va savoir, donc plus peut-être, et ça sera un bon moment. Pour s'inscrire au feu de camp, il y a un autre numéro de téléphone. Bien dans le micro, s'il vous plaît. 06 88 29 58 03, de 12h30 à 13h30, de 19h à 20h. 06 88 29 58 03 pour tout renseignement. Merci. Maintenant, 1 minute de publicité. Un monde sauvage et dur, sans loi, sans foi et sans pardon. Un monde oublieux de l'Évangile qui a abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes fissurées où stagnent les eaux frelatées de la culture de mort. Est-il fini le temps des cathédrales ? Que faut-il dire aux hommes ? Comment toucher les cœurs ? Dieu ne peut être prêché chez nous, dans nos terres d'ancienne chrétienté, comme s'il n'y avait pas déjà répandu ses bienfaits. Il est le Dieu de nos pères. Pour nous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est devenu le Dieu de Clovis, de Saint-Louis et de la bergère d'Orléans. Il faut chanter les merveilles de Dieu pour la France. En cette année 2000, l'Église exulte pour le don de la grâce et de la vérité. Ce soir, nous chanterons les miséricordes de Dieu pour la France. Nous prierons les saints protecteurs de notre patrie. Nous chanterons la merveille de l'Occident. Saint Michel Archange, de vos ailes, protégez-nous. Saint Michel Archange, de votre épée, défendez-nous. Saint Michel Archange, de vos lumières, éclairez-nous. Saint Michel, protecteur de la France, lumière de la chrétienté.
Une évocation magistrale de l'histoire du Mont Saint-Michel, jouée par 300 enfants devant un décor inoubliable. C'est à Riaumont, le samedi 24 juin 2000. De 14h à 20h, visite du village scout de Riaumont. Des stands, des expositions, buffets campagnards. De 21h à minuit, veillée scout traditionnelle, puis grand spectacle sur le Mont Saint-Michel. Réservez vos places avant le 8 juin 2000 au 06 88 29 58 03. 06 88 29 58 03. Le lendemain à 10h, grand-messe et procession de la fête Dieu dans le bois de Riaumont. Pour tout renseignement, 06 88 29 58 03. Alors, des annonces avant la coupure technique. Dîner débat sous la présidence de Daniel Simon-Pierry, maire et conseiller général de Marignane, le lundi 29 mai 2000 à 20h, dans un restaurant du centre de Paris. Pour en savoir plus, vous téléphonez au 01 45 75 65 01. Faites-le rapidement. Le prix du triangle est de 150 francs par personne. 01 45 75 65 01. Avec Raphaël Dor, tête de liste pour le 6e arrondissement, Alexis Pétro, conseiller du 15e arrondissement, secrétaire de section du MNR, et Christian Sicard, tête de liste pour le 7e arrondissement. C'est un dîner avec Daniel Simon-Pierry, maire de Marignane. Également, rien à voir, mais à la mairie du 6e arrondissement, 78 rue Bonaparte, le 24 mai à 20h, la troupe des élèves du lycée Stanislas donnera l'Alouette, mise en scène par Martine Dardy, l'Alouette de Jean Anouilh. L'entrée est libre. Et la sortie, naturellement, ne l'est pas. On connaît le truc. Le 25 mai, café philosophique au Galway, 13 quai des Grands Augustins, pardon. Conférence, complot maçonnique, délire, mythe ou réalité. Alors ça vaut le coup d'y aller parce que les intervenants seront Alain Pascal, Michel Leroy et Jean-Gilles Maliarakis. Ça se passe à 19h le 25 mai au Galway, c'est le café philosophique de monsieur Paget-Schweitzer. Et puis, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Dans 2 minutes, je reçois Philippe Lamarck pour son très 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 beau livre sur l'héraldique napoléonienne. Philippe Lamarck, bonsoir. Bonsoir, chef de Besquet. Bonsoir à nos auditeurs. Vous avez été bien patient pendant cette première moitié d'émission. Et j'imagine que vous deviez bouillir de nous parler de votre livre. Alors il faut d'abord le décrire, il faut en décrire l'extérieur avant d'en décrire le contenu. Ah, volontiers, le bébé se porte bien, il pèse 4,5 kg. Oui, il faut avoir envie de le porter. Heureusement, il y a 2 tomes, donc c'est plus facilement manipulable. C'est un grand in-quarto, donc il est beaucoup plus grand que du 21-29-7. Au total, il y en a pour 800 pages, dont plus de 150 avec des illustrations. Alors des illustrations en couleur, magnifiques. Et ces illustrations, ce sont les armoiries, c'est tout l'armorial de l'Empire, tout l'armorial napoléonien. Normalement, il est complet. Il est complet. Ah oui. Alors vous-même, vous êtes et puis donc il y a un volume qui montre les images et un volume qui donne les noms des familles et qui explique. Alors en termes avec ce langage héraldique, c'est un langage délicieux. Oui, effectivement, il y a un volume qui est très agréable, qui éclate de couleurs de tous les côtés et qui est conforme au grand art héraldique français issu du XIIe siècle. Et quant à l'autre tome, il est très ennuyeux. Ça, je vous l'assure. C'est promis. Donc voilà, c'est promis. C'était fait. Heureusement, il y a de la poésie dedans. Pardon. C'est pas si ennuyeux que ça. D'abord parce que la langue héraldique est magnifique. Et ensuite parce que c'est quand même assez rigolo, il faut bien dire. Ah oui, c'était des gens qui savaient manier le paradoxe. Je sais que je vais faire de la peine, mais je vais faire de la peine à certains, mais c'est quand même assez rigolo parce que entre nous, je parle sous contrôle de Daniel Amiche. Présent dans le studio. La noblesse d'Empire, c'est pas très sérieux. Oh,
Je vous laisse achever le propos et après je riposte. Allez-y, vous ripostez vite. C'est pas très sérieux. Voilà des propos bien sévères et qui ont été véhiculés par pas mal de gens qui ne sont pas forcément de nos copains depuis 2 siècles et qui avaient tout intérêt à le dire. Et je crains que là aussi, nous ne soyons quelque peu prisonniers de la sémantique, et je le dis avec beaucoup de précaution à votre égard. Je veux dire par là que ces gens qui ont servi l'Imperium ont servi un Imperium digne de ce nom, parce qu'il n'y avait plus de royauté de droit divin. Au lieu d'avoir un Gugus qui fait joujou devant le micro à Londres, il y en avait un autre qui était à... Je vois pas du tout à qui vous faites allusion. Non, je suis pianeur et rancunier. Ah bon. Et il y avait un autre qui était au fin fond de Mitao, près de Riga. Il était sans doute très bien, il a fait ses preuves après 1815, il a rétabli l'ordre avec le plus de tact possible, et il a également pris la précaution d'un point de vue juridique de faire enregistrer les armoiries qui avaient été créées sous l'Empire, parce que d'un point de vue héraldique, elles sont absolument irréprochables. La tradition est impeccablement respectée. Ça, on va en parler parce que c'est quand même le, bien sûr, le côté... Mais pour revenir à votre remarque perfide et souriante et pourtant très très gentille, c'est que les gens en question, pour plus de 50% d'entre eux, allez, à la louche 52%, et ne chipotons pas, comme on dit familièrement. Ne l'antipodons point. Oui, c'est splendide. C'était des gens dont les familles avaient des armoiries antérieures, et parfois remontant au XIIe siècle, qui avaient été purement et simplement interdites en 1790 et qui ont pris le soin de les faire réenregistrer par le Conseil du Sceau des Titres. Et le Conseil du Sceau des Titres a rétabli la tradition. Et encore une fois, nous avons affaire à la bonne vieille locution « J'assume tout de Clovis jusqu'au comité de salut public ». Alors il faut quand même que je précise que j'ai fait l'âne pour avoir du son. Quand je dis que j'avais très bien compris, mais nous avons laissé de côté les 48 autres %. Et ces gens-là, l'Empire a eu une idée prodigieuse, une idée géniale, une idée de Napoléon. Et je le dis en toute simplicité, je ne suis pas spécialement un admirateur de Napoléon. Il faut quand même regarder les choses avec beaucoup d'objectivité. C'est qu'il a su sélectionner au sein de notre peuple les gens qui étaient les plus aptes à servir l'Imperium. Ces gens, il les a récompensés par des honneurs qui ne coûtaient pas trop cher, mais qui dans certains cas coûtaient un tout petit peu. Et il y a eu un montage remarquable dont on peut donner en vrac quelques chiffres pour avoir une idée au moins de spectre. C'est qu'il y avait certes les grands commensaux de l'Empire, ducs et princes. Alors ceux-là, tout le monde les connaît. Sur les 3500 armoiries attribuées, plus de la moitié le sont à des barons de décompte. L'autre moitié, ce sont des chevaliers de l'Empire. Et derrière tout cela, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont chevaliers des ordres impériaux, c'est-à-dire la Légion d'honneur et la Réunion et la Couronne de fer. Et ces gens-là ne sont pas encore amenés à faire valoir leurs droits comme chevaliers de l'Empire et faire enregistrer leurs armoiries, mais ils reçoivent un peu d'argent parce qu'il y a des strates d'argent qui sont prévues par les majorats et que ces majorats sont destinés à soigner l'éducation des enfants de façon à reconstituer une véritable élite de la nation. Donc, ces enseignes, c'est la partie émergée de l'iceberg. Et là aussi, il y a des leçons à méditer. Qu'est-ce que ça vous inspire, mon cher Daniel Amiche, vous qui êtes plutôt légitimiste, si j'en crois certains bruits? Oui, c'est une rumeur persistante, oui. Mais les rumeurs, il faut s'en méfier. Oui, justement, il faut s'en méfier. Je vais directement de la boule. Non, moi, l'héraldique m'intéresse beaucoup. L'héraldique napoléonienne peut-être un petit peu moins quand même. Je suis pas un grand spécialiste de l'Empire, mais c'est très beau, le travail est très intéressant. Mais est-ce que oui, allez-y. Non, parce que sinon c'est pas allez-y, donner la parole, c'est bon, parce que là je prends une petite avance. Ce que vous avez dit est juste, c'est-à-dire que la Restauration a eu la grande sagesse. Évidemment de confirmer toute l'ancienne noblesse et aussi toute la nouvelle noblesse. Et je trouve que là, c'était un acte de bon sens politique. Voilà. Sinon, Napoléon c'est pas la personne que je préfère dans l'histoire de France, quoi. Et il y a quelques Européens qui partagent mon point de vue. Qui préférez-vous dans l'histoire de France? Qui se préfère l'histoire de France? Saint-Louis. Oh, c'est facile, ça. Ah bah oui, c'est facile. Saint-Louis, on va en parler bientôt sur Radio Courtoisie, parce que j'ai une exclusivité mondiale. Oui. Louis XIV.
Louis XIV, oui, c'était un grand roi aussi, bien sûr. Louis XV était un grand roi. Enfin, Saint-Louis était très bien, mais c'est vieux, Saint-Louis. Avec Louis XIV, c'est quand même très près. Alors, donc, je voulais dire tout à l'heure, c'est pour ça que j'avais interrompu tout de suite Daniel après lui avoir donné la parole, que ce qui est très intéressant quand on voit les images d'héraldique, enfin les symboles, c'est que, en fait, ça reprend tout le processus de création des armoiries à l'origine. Avec c'est le même mécanisme. C'est très amusant de voir que plusieurs siècles après la naissance de l'héraldique, quand elle se renouvelle, elle reprend les mêmes mécanismes. Donc c'est véritablement une nouvelle noblesse, mais avec un langage qui est totalement lié au langage de la tradition. Bien entendu. À vrai dire, le livre espère pouvoir répondre à deux besoins. Le premier, qui est apparent, c'est celui de remettre à la disposition du public et dans les grandes bibliothèques un sujet qui est difficilement trouvable parce que les armoriaux précédents sont introuvables et ils sont également extrêmement onéreux. Alors il y a eu le Simon qui était en noir et blanc, qui a été fait en 1812, qu'on ne trouve plus. Et les bibliothèques publiques sont difficiles d'accès vis-à-vis de cet ouvrage. Et il y a l'ouvrage de Révérend et Villeroy qui date de 1897. Alors là, il est accessible seulement à des bibliophiles qui veulent vraiment se faire plaisir, qui mettent l'argent, et il est extrêmement onéreux. Et depuis 1897, il n'y avait plus rien. Et beaucoup de gens l'avaient demandé, donc il est destiné à répondre à ces gens-là en complétant des éléments qui manquaient dans les précédents armoriaux, en corrigeant quelques oublis, quelques erreurs qui sont inévitables. Je ne sais pas si moi-même j'en suis exempt, il a bien fallu publier un addenda, mais cela dit, c'est aussi une garantie de sérieux. Et puis, il y a l'autre raison, celle qui devrait normalement séduire nos auditeurs, c'est que il s'agit de présenter implicitement une possibilité de montrer quels peuvent être les signes de notre identité. Je veux dire par là que nous savons tous que nous vivons une crise terrible de l'identité avec l'explosion des cadres nationaux, avec des régions qui vont se retrouver groupées par des Anschluss pour ressembler à des Länder. Bref, nous ne savons plus très bien où nous allons. L'identité est également gommée parce que les programmes scolaires, vous savez mieux que moi ce que ça signifie, et nos auditeurs le savent très bien, surtout ceux qui travaillent à l'éducation nationale. Bref, il n'y a plus de point de repère. Or, il y a toujours au ministère de la Justice des archives qui ne sont pas consultables, sauf avec beaucoup de difficultés, mais cela dit, sont charmants. Ils m'y ont laissé l'accès, ça m'a permis de vérifier un certain nombre de choses. Et cet armorial de France existe toujours. Le grand armorial de France est toujours vivant. Pour le moment, il est éteint. Il se contente de quelques vérifications, mais il va bien falloir à un moment ou un autre proposer des signes d'identité tribale. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Après tout, nos amis écossais n'ont pas peur du mot tribal. Et à une époque à laquelle explosent les cadres familiaux, avec la bénédiction du pouvoir, ça tout le monde le sait, il y a tout d'un coup un signe qui permet de dire voilà, les familles existent. Et puis je crois qu'on peut aussi aller un tout petit peu dans le trivial avec un gros clin d'œil. Personne n'aime payer des impôts, pas vous, pas moi, personne. Il n'en demeure pas moins vrai que si tout d'un coup l'État pouvait avoir, on peut toujours rêver, la bonne idée de suggérer, de réenregistrer des choses de ce genre, je suis sûr qu'il y aurait des gens qui feraient la queue pour payer des impôts. Bien sûr. Et Daniel, c'est comme ça un peu que l'ancien régime se finançait. Il fonctionnait très bien. Enfin, ça fonctionnait très bien. Non, l'ancien régime était pas très doué pour les questions d'impôts. Mais maintenant, ça marcherait très bien. Ils sont capables de louer un avion pour voir si le père Argouache construit une église. Ils doivent être capables de mobiliser 2 ou 3 fonctionnaires pour vendre le droit d'arborer des armoiries. Il y a un livre qui fait un peu penser au travail de Philippe Lamarck, c'est ce très très beau recueil des images et symboles de la France. Ah ben c'est le de Pinoteau. Du baron Pinoteau. Ah bah ça dont les armes sont certainement dans votre livre. Ah non, parce que non, je pense pas, non, parce que lui il me semble qu'il est du second empire, qu'il a donné son brevet, ou peut-être le premier empire, je sais plus. C'est un baron d'empire.
Oui, c'est un baron d'Empire. Je regrette que Hervé Pinotto ne soit pas là pour parler précisément. Alors le livre s'appelle Le chaos français et ses signes. Le premier volume est paru, qui va de la Révolution à nos jours. C'est absolument passionnant. C'est édité aux presses Sainte-Ragonde. Et là, il est en train de terminer le deuxième tome, qui sera en fait le premier, qui va aller des origines jusqu'à la Révolution. C'est un vrai réactionnaire. Il a commencé par publier le deuxième, puis le premier. Oui, le deuxième est encore plus volumineux que le premier, mais c'est passionnant. Alors, d'abord, où avez-vous trouvé la documentation nécessaire à la réalisation de ce livre? Parce que vous nous avez dit que dans les ouvrages qui existaient, il y avait des lacunes, il y avait des erreurs. Oui, mais elles sont négligeables statistiquement. Mais il a fallu intégralement tout revérifier. C'est un travail de combien de temps, ça? C'est 2000 ans, comme disent les Anglais à propos du gazon. Oui, en gros, c'est de cet ordre-là. Vous êtes expert. Et alors j'ai assisté tout à l'heure à une scène qui était irrésistible. Il y avait quelqu'un à côté de nous qui avait un ceinturon et un sac en cuir, et vous avez immédiatement identifié la date du ceinturon. C'est un ceinturon militaire 1936 rectifié. Quant au sac en cuir, c'est un sac de cavalerie qui a été copié par un sellier sur un sac de transport de cartes. Et j'ai vu là l'expert absolument qui sait tout. C'était stupéfiant. Donc c'est ça que vous avez mis en œuvre pour faire ce livre. Où avez-vous trouvé la documentation? J'ai été fort gentiment accueilli dans des organismes publics, mais également chez des personnes privées. Il a fallu également échanger du courrier, et tout le monde travaille de la sorte. C'est du travail qui ne demande aucun talent, simplement beaucoup de patience. Et où avez-vous trouvé l'éditeur? Parce que là, il y a quand même parmi les éditeurs fous, celui-là, il est en bonne position. Celui-là est très gravement atteint. C'est un homme charmant, il nous écoute en ce moment. Et ce sont des gens, monsieur et lui-même, qui sont des associés sur une affaire qui produit des livres de grand luxe en très faible tirage sur l'histoire militaire du Premier Empire. Entre parenthèses, à propos d'histoire militaire, c'est vous qui avez inventé le terme militaria, je crois. Je ne l'ai pas inventé, parce qu'il existait bien avant moi. Oui, bien sûr. Mais enfin... il se trouve qu'ayant eu quelques contrats pour les encyclopédies Larousse, ils m'ont demandé d'inclure le terme parmi un certain nombre d'autres définitions qui m'avait demandé de formuler. Effectivement, c'était un petit clin d'œil, c'était amusant. Le mot militaria est apparu désormais dans le Larousse. Il existe. Alors donc cet éditeur fait des ouvrages militaires, et vous êtes entendu avec lui pour publier ce livre. Je crois qu'il faut le voir. Bon, on en parle un peu ici. J'en ferai une présentation dans le livre journal imprimé. Comme ça, on verra de quoi il s'agit. Mais il faut le voir. Et vous avez réalisé un dépliant. Est-ce qu'on peut recevoir ce dépliant? Ah oui, sans aucune difficulté, sur simple demande. Les auditeurs peuvent téléphoner au 04 50 32 91 78, 04 50 32 91 78. Ils auront l'éditeur lui-même en ligne, parce que c'est une toute petite maison. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Et il se fera un plaisir de leur expédier les plaquettes d'information, de répondre à leurs questions. Il y a même des gens qui écrivent des courriers avant de commander l'ouvrage, qui demandent plus de précision. Il m'est arrivé d'en avoir au téléphone. Vous savez, c'est un luxe qu'on peut se permettre lorsque c'est un ouvrage tiré à 500 exemplaires. Oui. Alors il faut dire, pour terminer, on l'a décrit, c'est un très très bel ouvrage, c'est un énorme travail, c'est un travail d'édition magnifique, et naturellement le prix, j'allais dire, est à la mesure. Non, en réalité, il n'est pas à la mesure, parce que par rapport à ce que c'est, le prix est d'une modestie, quand on sait ce que vaut un livre. Oui, effectivement, il est affiché à 2650, voilà. Toutefois, les gens peuvent le payer en 5 fois. 5 versements de 530 francs. Oui. C'est important à dire, parce que je suis sûr que beaucoup de gens seront tentés de l'avoir, ils seront heureux de l'acheter, parce que, ne serait-ce que si leur nom est présent dedans, c'est quand même une référence, et tous les descendants de la noblesse d'Empire ne sont pas milliardaires, n'ont pas pignon sur rue. Ça, c'est certain. Donc, ça leur fera certainement plaisir d'avoir ça dans la bibliothèque de famille. Je crois qu'il n'y a pas qu'à l'éditeur que je dois tirer mon chapeau. Il y a également Michel Pastoureau et Michel qui a fait la préface. Ah oui, j'étais moralement très soutenu par Michel Pastoureau, un homme charmant de très grande qualité. C'est certain, il a signé la préface. Il a surtout eu
la bonté de bien vouloir revoir tout l'ouvrage. C'est bien quand on a une tranchée, c'est mieux quand elle est bétonnée. Hein. Tous les gens savent ça depuis 1916. Et en ce qui concerne Michel Popov, qui est conservateur en chef au département des monnaies, médailles et antiques à la Bibliothèque nationale, il m'a fait une fleur immense. Il m'a sorti une corvée. C'est l'index Armorum. Alors un index Armorum, c'est, voilà, il y a des meubles. Alors les meubles, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'écu. Il peut y avoir une épée, il peut y avoir un oiseau, des étoiles, enfin bon, il y a des quantités de choses. À partir de là, en fonction du numéro des planches, il va repérer le numéro de la planche et le rang. La présence du... Exact. Voilà. Le résultat des courses, c'est que les antiquaires et experts, qui sont des gens qui font attention à leurs sous, ils sont comme tout le monde, ont investi là-dedans, nous en connaissons plusieurs, et qui de la sorte ont un instrument de travail quand ils trouvent de l'objet ancien armorié. Ils vont tout de suite voir... Et j'ai fait le calcul. Entre 3 minutes et 3 minutes et demie, ça permet d'identifier des armoiries. Et ça sert aussi bien au Premier Empire qu'à l'Ancienne France, justement parce que plus de la moitié de ces armoiries viennent de l'Ancienne France. Philippe Lamarck, merci. Alors votre ouvrage s'appelle L'héraldique napoléonienne et il a été édité par les éditions du Guy. C'est zone ZA, c'est zone je sais pas quoi, zone aménagée, zone d'aménagement, les Marais. Artisanale, pardon. Zone artisanale, les Marais. 1079 route d'Annecy, 74 410 Saint-Jorios, France. Et le téléphone, c'est le 04 50 32 91 78. Et je vous recommande, il y a même un site d'ailleurs qui vous permet de consulter sur Internet. Donc c'est http et toute la suite, le www.édition-napoléon.com. Merci. Vous avez vu que Daniel Amiche, qui disait qu'il n'aimait pas Napoléon, il a quand même des techniques d'infiltration qui relèvent de la haute stratégie. Non, là non, Napoléon c'était les gros bataillons. Moi j'arrive petit, c'est la technique du voleur chinois. Merci mon cher Daniel de m'avoir accordé ces 20 minutes de répit. Quel horrible lapsus. Merci encore Philippe Lamarck. Chers auditeurs, à la semaine prochaine pour 3 heures. Que Dieu nous garde.